Ok, donc est-ce que tout le monde m'entend? J'espère que oui. Vous me faites signe si c'est bon. Ouais, c'est bon, nickel. Bonne année à tous déjà, hein. Et j'espère que vous avez bien fêté ça. Et donc, on va voir comment on commence l'année un peu. Déjà, est-ce que j'enregistre bien le stream? Ça serait une bonne chose. Ouais, nickel, j'enregistre bien. Donc on a eu une réaction qui est quand même pas mal en ce début d'année. Ça, faut pas le nier. C'est-à-dire qu'on est venu quand même, on est venu récupérer. Donc j'ai fait un stream, il y a 2 jours. J'ai fait un stream le 31. Le truc, c'est que le son, il est vraiment. Il y a eu un problème au niveau de l'enregistrement. Le son est vraiment dégueulasse. J'essaierai de le mettre en rediff, mais franchement, au niveau du son, il y a vraiment un gros problème. J'espère que pour celui-ci, ça sera meilleur. Si vous avez du monde derrière ou quoi, pensez à couper votre micro quand même. Genre là, j'en entends un. Je vais couper, parce que sinon, je vais devoir couper tous les micros. Ah ouais, comment t'as fait? Ouais, genre là, par exemple, il y a quelqu'un qui parle. Serveur mute. Allez, hop, c'est mute. Voilà. Bon, plutôt pas mal comme réaction. On est repassé au-dessus. Donc, on est venu chercher les lots sous 92. C'est ça, on est allé à 80, 91, 600, 91, 500 à peu près. Bon, ce qui me gêne toujours, c'est que, comme je l'ai dit, hein, je l'ai déjà dit plusieurs fois, on n'est pas venu récupérer les stops sous cette mèche. On n'est pas venu récupérer ce qu'il y a sous ces creux aussi ici. Après, encore une fois, il faut trade. Il faut pas trade ce qu'on veut, il faut trade ce que le marché nous donne. Donc en fait, si le marché vient pas nous donner ça, il faut l'accepter. Moi, j'accepte tout à fait que si on vient pas sous ces niveaux de prix, même si je trouve ça un peu suspect qu'on les laisse, bah je l'accepterai. Là maintenant, notre tendance toujours baissière à court terme. Par contre, on a peut-être un début de signe de retournement. Alors après, est-ce que ça va suffire? Je suis pas sûr. Là, le gros questionnement que j'ai, c'est qu'on a vraiment une grosse réaction sur les alts aujourd'hui, grosse réaction sur Ethereum, Solana. Est-ce que c'est pas un piège? Est-ce que ce serait pas un piège, sachant qu'en plus de ça, on a le dollar index qui pousse vraiment bien. Alors après, il pousse bien. Ceci dit, on est venu dans une target qui est intéressante, hein. Donc c'est-à-dire qu'on pourrait arrêter le mouvement du dollar, il pourrait s'arrêter ici, hein, parce qu'on vient de combler un gros déséquilibre qu'on avait laissé ici en 2022. Est-ce que on va s'arrêter ici et se retourner sur le dollar? Je sais pas, ça je sais pas, évidemment je le sais pas à l'avance. Je sais juste qu'on est sur une target qui est intéressante. On a aussi un prix qui commence à diverger. Maintenant, c'est vrai que de notre côté, on est en train de casser à la hausse une grosse consolidation qui a duré quasiment 2 ans, quoi. Donc c'est à prendre en considération, je pense, sachant que là, on a une grosse réaction sur le dollar. Et en même temps, on a des cryptos qui poussent. Donc, je sais pas si la décorrélation, elle va continuer ou est-ce qu'on va pas avoir une recorrélation sur les cryptos avec des cryptos qui chutent et un dollar qui continue à pousser, quoi. C'est ça le gros questionnement. Donc, pour revenir sur le Bitcoin, court terme, toujours baisse. Enfin, pour moi, c'est. Alors, court terme, très court terme, non, on s'est peut-être retourné là. Ici, on s'est peut-être retourné. Ce qui est intéressant, c'est qu'on on a réussi à repasser au-dessus du 1 heure, on est repassé au-dessus de 15 minutes, tout ça, c'est bien. Est-ce qu'on va tenir est-ce qu'on va tenir le 4 heures? Parce qu'on est repassé au-dessus du 4 heures, on voit que là, il y avait quand même pas mal de points où on butait dessus. Là, on a buté dessus aussi le 31. Là, on voit que finalement, on est passé. Est-ce qu'on va faire quelque chose comme ça? C'est-à-dire que range ici, consolider ici pour repartir à la hausse et peut-être venir en reload zone de ce mouvement ici. Donc ça voudrait dire revenir dans la zone 103, 102. À voir, c'est un truc que je surveille, sachant qu'ici on a aussi un beau déséquilibre à venir combler, que ça s'aligne en plus avec la RLZ. Donc en termes de points d'intérêt, ici on a quelque chose de assez intéressant. Point qui est important aussi, qui est assez important dans mon framework de trading, c'est le pivot annuel. Et quand on regarde, on a un nouveau pivot annuel qui se trouve où? Et on va regarder où il se trouve, parce que j'ai même pas encore regardé. Voilà, on a un nouveau pivot annuel qui se trouve à 80 000. Donc, point d'intérêt aussi. Alors, point d'intérêt aussi, sachant que le pivot annuel, c'est historiquement quelque chose qui est pas mal efficace pour déterminer une tendance. Enfin, en tout cas, pour déterminer là où on se situe. C'est-à-dire que, on va regarder ça, on va enlever les dessins, et on va laisser juste le pivot en enlevant les supports résistances. On va virer Vegas aussi. On voit que là, par exemple, 2022, le pivot, on est passé en dessous au début, enfin vraiment en début d'année, on est repassé en dessous, et là, on voit qu'on n'est jamais, quand on est retourné dessus, on a buté dessus, et derrière, c'est bear market. Là, 2023, c'était aussi un point d'intérêt qui était assez intéressant. On est resté pendant un moment sur ce. Là, on voit que 2024, on était très éloigné de celui-ci. Et il y en a un qui était aussi important aussi. Donc 2019, on voit qu'on a quand même. C'est quand même un niveau qui est assez important sur lequel on revient assez souvent pendant le bear market. Pareil, hein, 2018, ici, on a plus ou moins le même cas de figure que ce qu'on avait eu en 2022.
2017, on voit qu'on on a buté dessus. 2016 aussi. Ici aussi, même cas de figure en 2014. Donc le pivot annuel, c'est quand même un niveau qui est assez pertinent historiquement. Et là, il se situe où ? Il se situe à 80 000. Je crois que c'est ça. Hein. Ouais, il se situe à 80 000. Et il se situe vraiment dans une zone qui est aussi intéressante parce qu'on doit avoir, je pense, si on regarde le first stop du dernier mouvement, sur les 50% de retracement. Donc c'est on a une confluence de niveau qui est intéressante au niveau du pivot annuel. Donc en cas de break des 80 000, enfin donc 90 000 pardon. Donc voilà, point pivot. Donc point qui est assez important. Pour le moment, c'est vrai qu'on n'y est pas. Pour le moment, on a cette zone qui est intacte. Ok. Et si on se met à consolider ici au-dessus du 4 heures et qu'on repart à la hausse, il faudra ça c'est une évidence. Ça c'est vraiment un point important, c'est n'essayez pas de trade ce que vous voulez voir et il faut trader uniquement ce que le marché vous donne et pas ce que vous voulez voir. Je vois plein de personnes être ultra bullish sur 2025, en fait vous en savez rien. Vous en savez rien. 2025, ça peut être une année catastrophique, comme ça peut être une excellente année. Ça, vous le savez pas en avance. Et si vous vous mettez dans la tête que ça va être forcément une bonne année, vous allez être biaisé par rapport à ça et vous allez vous dire, ok, 2025, ça va être la dernière année de bull market, là où tout va se passer, etc. Mais en fait, vous en savez rien. Je vois plein d'influx faire des putains de prédictions de fous sur le fait que 2025, ça va être une giga alt season, etc. Mais en fait, il n'y a rien qui nous garantit que ça va être le cas. En termes de saisonnalité, oui, si on a un retour de performance sur les alts sur le premier trimestre 2025, ok, parce que historiquement, c'est quelque chose qui se passe. Mais il y a rien qui nous garantit ça, en fait. Il n'y a rien qui nous garantit ça. Il faut trade ce qu'on voit et pas ce qu'on veut voir, vraiment. Ne vous laissez pas influencer par vos envies, en fait. C'est surtout ça que je veux dire. Ouais, au niveau du Bitcoin, comment dire, à court terme, on a potentiellement un retournement. Après, à moyen terme, c'est toujours... c'est pas fou, quoi. On est toujours en train de... Là, potentiellement, on fait un sommet plus bas encore, quoi. Donc, peut-être qu'on prend juste un élan pour venir break nos 90 000. C'est tout. Maintenant, oui, c'est vrai que le fait de repasser au-dessus du 4 heures et de le tenir, c'est encourageant pour la suite. À voir. Et surtout que sur les alts, on a des réactions, en tout cas sur la Bitcoin dominance, on voit qu'on est potentiellement reparti en tendance baissière ici. Donc peut-être que ça nous indique que sur le premier trimestre 2025, on aura quelque chose d'intéressant. Peut-être. Maintenant, pour moi, c'est pas encore ça, quoi. Mais en tout cas, si vous anticipez, pour vous anticipez et vous voulez jouer cette potentielle saisonnalité, c'est vrai que c'est plus maintenant qu'il faut se positionner et acheter certains trucs qui sont plus ou moins intéressants, quoi. Sachant que qu'est-ce qu'on a, mais toujours pas si fou que ça. On est toujours sur une... Alors attends, c'est pas Ethereum contre USD que je veux voir, c'est Ethereum contre Bitcoin, HBTC. Ethereum contre Bitcoin, on est toujours dans une localisation qui est intéressante au niveau long terme, mais par contre, vraiment quand on regarde, franchement, au niveau weekly, là on se dit ok, on va peut-être se mettre à range pour ensuite se retourner. Mais sinon, vraiment, la chart d'Ethereum, elle est dégueulasse, quoi. Il y a que sur le court terme, vraiment, où en daily, on se dit ok, là peut-être qu'on est en train de faire un plus bas plus haut, quoi. Donc peut-être que là on est en train d'inverser la tendance pour repartir à la hausse, mais il n'y a vraiment rien de garanti à ce niveau-là. À tout moment, Bitcoin se remet à surperformer ou à sous-performer, mais à ce moment-là Ethereum sous-perf encore plus, à voir. Et du coup tout repart à la baisse avec un Ether qui break ce niveau-là. Si on break le niveau ici, c'est catastrophique, quoi. Pour Ethereum, c'est catastrophique. Même si c'est vrai qu'on serait toujours dans une localisation long terme qui est intéressante, mais ça voudrait dire que on va venir combler le déséquilibre qu'on a ici, prendre ce low ici, ça ferait une chute, quoi, je sais pas, 10-15%, un truc comme ça. Je sais, non, peut-être pas autant. Ça ferait une chute de... Ah oui, non, c'est plus que ça, ouais, c'est 25%. 25% sur Ethereum contre Bitcoin, c'est énorme. Donc c'est vrai que, à mes yeux, je pense pas que... Enfin, je sais pas trop. Moi je serais pas d'avis de dire que Ethereum, c'est le play le plus intéressant si on a un retour de spéculation sur les alts. Je saurais pas dire si Ethereum c'est le plus intéressant. Je pense qu'il y a des plays beaucoup plus pertinents sur les alts et je suis pas sûr que Ethereum ait encore cette espèce de statut de leader du marché altcoin, parce que quand on regarde, on voit qu'on a un truc qui sous-perf toujours depuis décembre 2021, quoi. Alors que quand on regarde sur le marché, il y a plein de trucs qui ont tout explosé, ne serait-ce que Virtual récemment. Alors on peut pas comparer les deux, mais le truc c'est que, je vais prendre toute la chart, quand on prend Virtual et qu'on regarde, le truc c'est que c'est sans
sans appel, on a quelque chose qui a surperformé parce qu'on a eu une énorme hype sur les secteurs agents IA. Bah, les gens qui ont gardé de l'Ethereum, au lieu d'aller surfer sur cette vague, bah, ils ont sous-performé le marché, quoi. Donc à un moment donné, il ne faut pas s'attendre à ce que Ethereum dicte tout le temps les cycles sur les alts, quoi. Parce que là, pour moi, actuellement, c'est plus le cas. C'est plus le cas. On a eu de super surperformances sur plein de trucs. Alors c'est pas généralisé, c'est localisé. Et peut-être que ça, c'est la nouvelle façon de naviguer sur le marché. C'est-à-dire on a que des perfs localisés sur certains trucs, et souvent ça se fait on-chain, et on n'a pas une performance généralisée. Et dans un sens, ça peut être logique, parce qu'il y a énormément de projets quand même. Ça peut être logique que ça se passe comme ça. Donc les gens qui sont en train d'attendre en permanence une saison sur les alts, bah, peut-être que en fait, la saison, elle a lieu, mais pas sur leurs alts. C'est ça le truc. Parce que moi, je pars du principe que c'est pas forcément tout qui va performer. Je pense pas. En fait, moi, j'ai un doute sur le fait que tout... J'ai vraiment un doute à ce niveau-là. Donc faites attention quand même avec attention quand même avec les certitudes de tous ces gens qui vous disent oui, on va avoir une alt season, on va avoir une alt season. Je suis pas sûr qu'on ait réellement une alt season comme on a pu l'avoir en 2021 ou 2017. Voilà, c'est surtout ça en fait. Parce que je pense que des alt seasons, il y en a eu. Et par exemple, il y en a en cours, hein, je pourrais montrer. Je sais pas si. Dernier truc où j'ai fait une super perf, je sais pas si c'est listé. Je sais pas si je peux le voir, Nova, je crois que c'est Nova. C'est pas sur Base, c'est sur Sol que je l'ai. Ouais, c'est ça. Bah voilà. Truc que j'ai acheté ça à 500 000 de market cap, on est à 24 000. Il y a plein de trucs, des performances comme ça, il y en a plein. Ne serait-ce que, tiens, on pourrait prendre Fartcoin. C'est où? Bah voilà, Fartcoin, bah voilà, ça, il y a des choses qui performent énormément. C'est juste que si vous êtes bloqué sur, on peut aller voir, si vous êtes bloqué sur des secteurs qui ne performent pas, bah c'est normal que vous ayez cette impression de ne pas avoir d'alt. C'est ça. Quand on compare les cycles, ne serait-ce qu'au niveau macro-éco par exemple, bah 2021, c'est un truc qu'on répète encore, que je répète encore, mais 2021, quand vous comparez les cycles, vous pouvez pas les comparer sans prendre en compte le contexte macro. Le contexte macro en 2021, il était bien plus favorable à celui d'aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on a des trucs qui ont fait des performances de fou furieux, quoi. Si on prend Phantom en 2021, je prends toujours Phantom parce que je suis toujours assez, pas étonné, mais cette performance, elle est quand même folle, quoi. Mais quand on compare, quand on regarde, on prend la liquidité, Global Net Liquidity, on voit que bah, c'est quand même assez corrélé, quoi. Ce qui s'est passé au niveau impression, au niveau injection monétaire, c'est bien corrélé. Là, actuellement, on est dans un contexte où c'est pas trop ça, quoi. C'est pas trop ça. Donc, pour moi, c'est assez logique que tout ne performe pas. Alors après, dans la Global Net Liquidity, c'est vrai qu'il y a la performance du dollar qui influe sur la chart. Mais c'est quand même... Le constat, il est quand même là. Alors après, c'est aussi... c'est avec Tonton dont on en parlait tout à l'heure. On est en chute depuis 2022, ça n'empêche pas le marché action de surperformer ou ça n'empêche pas d'avoir des rebonds sur les cryptos. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que la liquidité elle baisse qu'on va forcément ne pas avoir de performance. C'est juste que c'est beaucoup plus compliqué et moi je pars du principe qu'il n'y a plus ce easy mode. En fait, le easy mode qu'on a connu en 2021, voire qu'on a connu en 2017, là actuellement je suis pas sûr qu'on l'a encore. Voilà. Alors après, évidemment, ça peut changer. On peut se retrouver avec une énorme période de quantitative easing qui commence à cause de... Enfin, pour X ou Y raison. Mais là, pour le moment, c'est pas vraiment le cas, quoi. C'est pas vraiment le cas. Donc, faut pas, encore une fois, penser que tous vos alts vont pump. À mon avis, ça ne sera pas le cas. Il faut se concentrer sur potentiellement sur certains secteurs ou certains projets qui sont plus intéressants que d'autres, qui sont plus utilisés, etc. Le truc, à mon avis, à ne pas fade, c'est tout ce qui touche, alors pas uniquement l'intelligence artificielle, mais les agents IA. Même si on peut se dire, ok, ça sert à quoi? C'est juste des chatbots avec des chatbots qui sont semi-indépendants. Parce que j'ai lu pas mal de critiques sur ça, sur le fait que oui, mais en fait, c'est juste des chats GPT. Oui, et alors? Non, mais oui, et alors? C'est vrai. S'il y a un narratif autour de ça et si ça performe, bah, il faut suivre le chemin, quoi, tu vois. Il faut suivre la vague. Il ne faut pas avoir cette espèce de... En fait, vous avez pour moi, en crypto, vous avez deux possibilités. C'est soit vous êtes tout à droite de la belle curve, c'est-à-dire que vous êtes ultra intelligent, soit vous êtes très con. Et dans les deux cas, vous réussissez à faire de l'argent parce qu'en fait, en étant très con... Parce que par exemple, moi, je suis très con. Hein, c'est-à-dire que quand je reprends Nova, par exemple, c'était où? Moi, quand j'ai pris
quand je l'ai acheté, bon c'est pas la bonne charte, mais quand je l'ai acheté, j'ai lu un truc parce que c'est le premier agent sur un projet d'intelligence artificielle que je suis et que je pense avoir du potentiel. J'ai lu un truc dessus, j'ai acheté directement, je me suis même pas posé la question, je me suis même pas dit ok c'est un chatbot à la con, ça sert à rien, j'achète pas. Bah oui ça sert à rien, mais c'est pas ça qui importe sur la performance. Que ça serve ou que ça serve pas, on s'en fout en fait. Ce qui importe c'est vraiment quelle est la part de conscience, le mindshare en fait. Voilà. Si les gens en parlent, ça va probablement performer en fait. C'est ça qui est important. Et j'en vois beaucoup qui sont là en train de se demander mais en fait à quoi ça sert, etc. Qu'est-ce qu'on s'en fout, le but c'est de faire de l'argent, c'est de spéculer sur de la vapeur en fait. Enfin, moi je le vois comme ça et c'est pour ça que depuis que je le vois comme ça en tout cas je fais beaucoup plus de performance plutôt que quand j'étais en train de me poser la question de oui mais qu'est-ce que ça va m'apporter d'avoir ce projet, etc. En fait ce que ça va m'apporter c'est que j'achète un point A et je revends un point B et qu'entre le point A et le point B il faut que ça ait performé, c'est tout. Voilà, je vois les choses comme ça. Ouais, je vais regarder un peu. C'est sur quel time frame que tu enfermes le break du 4 heures? Alors, c'est pas sur une time frame. C'est pas... Les time frames, c'est toujours pareil. Pour moi, les time frames, c'est juste un outil zoom, dézoom, rien d'autre. C'est-à-dire que là, si tu regardes, idéalement, il faut qu'en 4 heures, on ait plusieurs clôtures quand même au-dessus de ton 4 heures. Et encore, le problème, c'est que même avoir plusieurs clôtures 4 heures au-dessus de ton 4 heures, ça te garantira pas que qu'on n'ait pas une réintégration derrière. Parce que tu vois, ici, c'est ce qu'on a eu. C'est-à-dire qu'on est repassé au-dessus, on a eu plein de clôtures en H4. Tu peux te faire une règle comme ça, évidemment, tu peux te faire une règle. Mais le truc, c'est qu'il n'y a aucune des règles qui ne te garantira que ce sera le cas. Parce que qu'est-ce qu'on a fait ici? On est passé au-dessus du 4 heures, on a fait plusieurs clôtures au-dessus du 4 heures. Et après, derrière, on a réintégré. Moi, ce qui est important, c'est surtout d'avoir un break et d'avoir ton 15 minutes. Alors, parce que le 15 minutes, quand on a une tendance qui est haussière et qui est bien marquée, en général, le prix il a tendance à tenir le 15 minutes. Par exemple, ce qui se passe ici, c'est-à-dire qu'on a une tendance baissière qui est bien marquée, on passe pas le 15 minutes, là on le passe pas, là on le passe pas. Nous, ce qu'on veut voir, c'est qu'on veut voir un break du 4 heures, on veut voir un 15 minutes qui crosse le 1 heure, ce qui est en train de se passer actuellement, mais c'est pas tout ce qu'on veut voir. On veut aussi que le prix continue à évoluer au-dessus du 4 heures, et on veut avoir un 15 minutes qui crosse le 4 heures, un 1 heure qui crosse le 4 heures, mais ça sera un peu plus en retard. Mais après, ce que tu veux voir, c'est surtout voir ton prix qui tient tes moyennes mobiles court terme. Parce qu'en fait, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que c'est la même façon. C'est même utiliser les moyennes mobiles, utiliser les Vegas, c'est une simplification du price action sur des unités de temps plus courtes ou plus longues. Donc, au final, ce que font les gens en regardant plusieurs time frames, en faisant uniquement du price action, c'est un peu une simplification de ça quand vous utilisez les tunnels Vegas. Donc, ce que tu veux voir surtout, c'est pas plusieurs clôtures au-dessus de ton 4 heures. En réalité, les clôtures, on s'en fout. En réalité, ce qui est important, c'est surtout de voir ton price action qui tient tes mobiles court terme. Tu veux voir ton price action qui tient tes moyennes mobiles court terme. C'est surtout ça, quoi. C'est ça qui importe. Et là, par exemple, pour le moment, ce qu'on voit, c'est qu'on tient 5 minutes. C'est pas encore suffisant. En plus, ce qu'on voit, c'est qu'on a un marché qui est peu... je vois qu'il y a peu d'intérêt sur le marché. Il y a peu de liquidité. Ça se voit au niveau du price action. On a l'impression d'avoir le price action de 2017. Là, le price... Pardon, je bégaye. Le price action, il est dégueulasse. Là, on part dans un sens, on part dans l'autre. On a des barres patterns dans tous les sens, quoi. C'est symptomatique de ce qu'on avait... Je vais essayer de retourner. Dans le passé, c'était il y a longtemps. Ouais, c'était ce qu'on avait, on le verra pas, mais vraiment c'est ce qu'on avait ici, dans cette période où on n'avait vraiment pas du tout de volatilité. Est-ce que je peux retourner ici et me mettre en 1 heure par exemple? Voilà, ce type de price action où on fait un déséquilibre dans un sens, on en fait dans l'autre. Et là encore, c'est en 1 heure. Et voilà, c'est ça, on pump, consolidation, on dump, pump, consolidation, on dump ou l'inverse. Et ça, voilà, c'était ce qu'on avait un peu en 2018, où on avait un marché qui était... il y avait peu d'intérêt en termes d'intervenants et il y avait peu de liquidité. Et là, actuellement, c'est un peu la même chose qu'on a, quoi. Donc, ouais. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, au niveau des secteurs, on pourrait aller voir au niveau des secteurs. Donc, ce qui pourrait être intéressant de regarder, c'est depuis le début de l'année, qu'est-ce qui performe? En fait, c'est depuis 3 jours, quoi. Du coup, il faut se mettre en 1 minute. Et d'ailleurs, on voit que là, sur le début de l'année, c'est l'intelligence artificielle qui est en surperformeur. Et ça m'étonne pas. Enfin, c'est pas que ça m'étonne pas, mais c'est que ce que j'avais dit dans des streams précédents, je pense, c'est qu'il y a des news qui arrivent normalement en janvier avec les nouvelles puces Nvidia. Il y a aussi peut-être potentiellement GPT-5. Alors là, c'est encore... je crois que c'est à l'état de rumeur. Mais moi, je pense que c'est un secteur qui est voué à
toujours performer sur cette année en tout cas. Si on a une bonne année sur le marché crypto, je pense que l'intelligence artificielle et plus particulièrement le secteur des agents sera amené à continuer de performer. Alors après, c'est vrai que maintenant, on est quand même sur quelque chose de parabolique au niveau des agents. Je vais essayer de vous montrer ça. Je vais essayer de montrer ça. C'est cette template. Parce que j'ai fait une template secteur avec uniquement le secteur IA. Si vous bien charger. En attendant que ça charge, le truc que je voulais montrer aussi, c'était au niveau du spread. On commence à avoir... On a eu un spread qui était fortement en faveur du spot. Et je le vois en live ici, en fait. Parce que j'ai le prix du futur et j'ai le prix du spot ici. Et on a un écart qui se resserre de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, on était à 100 points de différence. Et là, on commence à être à 50. Bon, en fait, il suffit de mettre le baby pour voir que là, on commence à repartir vers une neutralité, enfin vers un équilibre, qui, à mon avis, est quand même une bonne chose. Je m'explique, c'est-à-dire que, je crois que j'ai déjà expliqué. Si le spread il est en faveur du spot comme ça veut dire que le funding n'est pas positif. C'est-à-dire qu'il est soit neutre, soit potentiellement négatif. Mais en général, il va être neutre. Du coup, avoir un spread comme ça sur un top, c'est pas quelque chose qui est commun. C'est-à-dire que en général, ça c'est un spread de bottom, mais c'est aussi un spread de bear market. Donc, quand on regarde le bear market, on voit qu'on a un spread qui est toujours en faveur du spot. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que il y a beaucoup d'acteurs qui sont majoritairement short, qui se couvrent, qui spéculent à la baisse. Et du coup, en fait, on a un prix comme ce qu'on a ici. C'est-à-dire qu'on a un prix du futur qui est sous le prix du spot. Du coup, le raisonnement en général, le raisonnement que tout le monde a, et en particulier les influenceurs crypto qui ont en général un biais bullish, c'est oui, donc le spread est en faveur du spot, ça veut dire qu'il y a de la demande sur le spot, le funding est neutre, le funding est nettoyé, le funding est voire le funding est négatif, donc ça veut dire qu'on va aller liquider les gens qui sont short. Eh ben non, pas forcément. Le truc c'est que peut-être que s'il y a une majorité de gens qui sont short, ces gens ont peut-être raison en fait. Le truc c'est que s'il y a une majorité d'acteurs, de gros acteurs qui ont décidé de se couvrir et qui anticipent une baisse prolongée des prix sur le long terme, ils ont peut-être raison. Donc il y a deux interprétations qui sont possibles. On peut tout à fait avoir un spread en faveur du spot sur un bottom local, sur un bottom tout court en fait. Parce que oui, on va se retourner, on va aller liquider tous ces gens qui sont short, oui, mais pas forcément. C'est-à-dire qu'il y a une interprétation qui est négative, il y en a une qui est négative et l'autre qui est positive. En général, les gens ne voient que l'interprétation qui est positive. Parce que le truc, c'est que le fait d'avoir un spread qui est en faveur du spot ici, tu peux te dire autant, oui, super, c'est-à-dire qu'on va repartir à la hausse, mais peut-être que aussi on va repartir dans une tendance, dans une période de prix prolongée. Mais vous, si vous suivez uniquement des influx crypto qui n'ont pas de nuances, ils vont forcément vous dire oui, le funding est nettoyé, oui, il y a plus de personnes de positionnées en levier, donc on va se retourner. C'est pas forcément le cas. C'est pas forcément le cas. Et ça, c'est vraiment pour illustrer le fait que dans la plupart des cas, à chaque fois, il y a deux interprétations possibles. Et il faut le savoir. Donc c'est plutôt intéressant à mes yeux si on commence à avoir un spread qui repasse en faveur du perp. Alors, pas non plus que ça soit excessif, parce que quand c'est excessif, ça veut dire qu'on a potentiellement un accès long dans le système aussi, mais qu'on soit plus aussi en faveur du spot, c'est plutôt bon signe à mon avis. Il vaut mieux avoir un équilibre. De toute façon, les excès, c'est jamais bon. Il vaut mieux qu'on ait un équilibre plutôt que d'avoir un excès dans l'autre ou dans un sens ou dans l'autre. Parce que le fait que ce soit en faveur du spot, ça ne veut pas forcément dire qu'on a beaucoup de demandes sur le spot. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, donc j'avais la template qui était en train de charger. Là, j'ai fait une template index où en gros, j'ai pris tout le secteur IA et je l'ai décomposé. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que justement, ce qui performe, c'est même data. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui avait surperformé jusqu'à maintenant, c'était le secteur IA agent. Et là en ce début d'année, c'est pas celui qui surperforme le plus. Bon, alors après, c'est vrai qu'on est à 2 jours, quoi. Genre, le premier, c'était hier. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas énormément de data, mais c'est toujours intéressant de voir qu'est-ce qui surperf sur les premiers jours de l'année, quoi. Même si ça garantit rien. Du coup, ce que je voulais montrer, c'était pas ça, parce qu'en fait, ce que je voulais montrer, c'était plutôt depuis
depuis novembre, donc depuis l'inauguration par exemple, pour montrer que sur l'IA, je vais plutôt le mettre en ROC en mois. Ouais, ça va être mieux. Cet indicateur, il est super long à charger par contre, parce qu'il y a beaucoup de data dessus. Et en plus là, des fois il bug. Si vous avez des questions, posez-les, je les vois. Qu'est-ce que je pense des RWA? Alors voilà, déjà, on va regarder ça. Sur le mois de décembre, on peut le voir sur le secteur IA, quasiment tout à sous-perf BTC. Par contre, ce qu'il y a sur-perf, c'est vraiment IA agent. C'est vraiment une énorme surperformance. Et c'est une énorme surperformance. Et je me demande si ça va... en fait, la grosse question, c'est est-ce que ça va continuer? Ok. On me demande ce que je pense des RWA. Alors, c'est un secteur qui est intéressant. Alors, RWA, c'est un secteur qui est intéressant, mais... Merde. Ok, j'ai été déconnecté. Ah, j'ai perdu la connexion. Je crois que j'ai perdu la connexion. Non. Au niveau RWA, c'est un secteur qui est intéressant. Mais après, il n'y a pas énormément de projets qui vraiment surperf tant que ça. C'est vrai que niveau RWA, si je devais faire un choix, j'en prendrais pas des caisses quoi. Par contre, je suis pas sûr que le stream il fonctionne encore. Parce que j'ai vraiment pas une bonne connexion là où je suis là actuellement. Ouais, ça déconne, c'est bien ça. Mais vous voyez encore la charge là? Ouais, parce qu'en fait, j'ai vraiment une connexion de merde. Ça fait bien chier. Mais ouais, au niveau RWA, c'est vrai que les trucs qui sont, à mon avis, intéressants, c'est surtout... Récemment, il y a Usual qui est sorti, qui est pas mal intéressant au niveau RWA. Alors, il n'y a pas énormément d'historique, mais c'est quand même un projet qui a pas mal de traction déjà. Après, il y a Ondo aussi. Après, c'est vrai que RWA, c'est pas un secteur que je regarde énormément. Je regarde surtout Ondo, Usual. Usual, j'en ai acheté. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut surtout essayer de se focus sur un truc, essayer de maîtriser uniquement un truc, plutôt que s'éparpiller sur plein de choses différentes. Donc c'est comme par exemple, il y a certaines personnes qui sont ultra fortes pour farmer de l'airdrop. Il y en a d'autres qui sont fortes pour les NFT, etc. Je pense que des fois, il vaut mieux se spécialiser plutôt que essayer de s'éparpiller sur plein de trucs différents, quoi. Et c'est de la même manière que être trop diversifié, c'est pas forcément une super chose. Ouais, Depin, c'est intéressant aussi. De toute façon, c'est IA et Depin, c'est intéressant. Par exemple, j'ai du PIC en portefeuille, je pense que c'est un projet qui peut avoir pas mal qui peut pas mal perf aussi. D'ailleurs, qui a eu une belle performance récemment. Hein. Mais Depin et IA, de toute façon, ça va bien ensemble. Je crois que je vais fermer TradingView, je vais les réouvrir parce que je sais pas si c'est ça qui bug. Après, c'est peut-être parce que je suis en train de stream sur YouTube et Discord en même temps. Il y a moyen que ce soit ça. Parce qu'en fait, j'arrive à stream facilement sur Discord, mais sur YouTube, c'est avec cette connexion. Ça me fait bien chier. Mais ouais. Parce que là, est-ce qu'il y a du monde sur YouTube? Ouais, il n'y a pas grand monde qui regarde sur YouTube. Là, il n'y a que 8 spectateurs. Ok. Je vais rester sur Discord. Non, Depin, c'est intéressant. RWA, il y a... Ouais, Usual, j'ai acheté là. Je vais te montrer là où j'ai acheté. Si la chart, elle veut bien... Usual, j'ai acheté le 4 heures. J'ai acheté le 4 heures. Là, le truc, c'est que il est en train de pullback sont 1 heure, donc en fait là pour le moment ça tient pas. On va voir si on va réussir à revenir dans 4 heures, consolider et repartir à la hausse, ou est-ce que en fait on est en train de continuer la tendance baissière. À ce moment-là, tu coupes et tu rachètes plus bas. En plus, Usual, c'est pas tant capitalisé que ça pour le moment. Il y a Ondo qui est pas mal, mais le problème de Ondo, c'est qu'il a déjà pas mal performé. Il y a un gros unlock qui arrive. Il y a Hype aussi. Hype m'intéresse, mais alors après, Hype pour le moment, il est en train de corriger. Ouais, au niveau de la connexion, il y a un gros problème en fait. C'est pour ça. Ça me fait bien chier. Mais Hype, par exemple, Hyperliquid, donc il faut s'intéresser à l'écosystème Hyperliquid. De la même manière que il faut s'intéresser à ce qui se fait sur Sui, il faut s'intéresser à ce qui se fait il faut s'intéresser à ce qui va se faire sur Movement. Move, j'en ai aussi, par exemple. Il faut s'intéresser à tout ça parce que vous allez avoir à chaque fois, vous avez de nouveaux écosystèmes qui sortent et vous avez des first movers. C'est-à-dire que vous avez les tokens de la plateforme, ok, mais vous avez du layer 1, par exemple, Sui ou Move, mais après, derrière, vous allez avoir potentiellement de la performance sur tout ce qui va sortir sur Sui ou sur Movement. C'est ce qui s'est passé sur Sui, c'est-à-dire qu'on a eu à un moment donné où sur Sui, on avait une grosse performance des mêmes coins sur Sui. Donc ça c'est intéressant, par exemple. De la même manière, je pense que c'est ce qui va se passer sur Movement à un moment donné. Ce qui s'est passé sur Hype, c'est-à-dire que, bon, on va pas les voir parce que là, du coup, c'est vrai que la connexion elle bug un peu, mais si vous regardez, il y a eu un moment sur Hype où il y a eu une grosse
une grosse performance des mêmes coins. Donc là, par exemple, il faut s'intéresser à chaque fois qu'il y a des écosystèmes comme ça qui sortent. Il y a Ena aussi qui est assez intéressant comme projet. D'ailleurs, Ena est venu, je crois qu'il est venu dans son 4 heures, il a rebondi dans son 4 heures. Bon, ça va être galère à afficher parce que faut que je vois ce qui se passe au niveau de cette connexion plus tard. Mais sinon, ouais, de manière générale, quand même, faites attention. Comment dire ? Je pense que on est dans une période où on peut se risquer à prendre du risque, c'est-à-dire se risquer à acheter certains trucs. Par exemple, là, sur Ena, pour jouer de la continuation de tendance, s'exposer dans le 4 heures, ça peut être quelque chose qui est intéressant. En tout cas, c'était intéressant. Là, on voit qu'on a une tentative de retournement après avoir rebondi dans le 4 heures. Donc, je pense que vous pouvez essayer de timer une entre parenthèses alt-teaser sur le premier trimestre 2025. Maintenant, ne vous attendez pas forcément à avoir vraiment une orgie quoi, sur le marché. Honnêtement, je m'y attends pas. Si ça arrive, tant mieux, je serai exposé dans le sens. Mais si ça arrive pas, je ne serai pas déçu, quoi. Je ne serai pas déçu parce que je sais que c'est une possibilité. Contrairement à, je sais pas, hier, je regardais, je sais plus, c'était les prédictions de je sais plus qui, je sais plus quel influx qui disait ouais, on va avoir une année 2025 fantastique et tout le monde va être riche, etc., etc. Le truc, c'est que à un moment donné, faut vraiment garder les pieds sur terre, quoi. Faut vraiment garder les pieds sur terre, se dire que ouais. Alors ça, c'est un truc qui est intéressant. 3 milliards Ena, j'ai du mal. Oui, la réalité, c'est que c'est pas parce qu'un truc est ultra capitalisé qu'il ne va pas surperformer par rapport à quelque chose qui ne l'est pas. Ça, il faut arrêter d'être influencé par le market cap parce que ce n'est pas le market cap qui détermine la performance d'un projet. Le market cap, c'est la représentation de la performance, mais c'est pas le market cap qui détermine la performance. Il y a une grosse nuance sur ça. Il faut vraiment en être conscient de ça. Que tu peux avoir un projet qui a 3 milliards de market cap et qui finit à 30 milliards, qui fait 1 x 10, alors qu'un autre projet qui a 3 millions de market cap va simplement faire 1 x 2. Parce que il ne faut pas croire que les intervenants de marché se basent uniquement et se basent surtout tout simplement sur le market cap pour prendre une décision. Enfin, moi, ça fait un moment que j'ai arrêté d'être influencé par cette valeur de market cap parce que tu peux avoir un projet qui a un market cap de 10 milliards mais qui est moins liquide qu'un projet avec 10 millions de market cap. Ça, c'est pas ça qui va déterminer la performance. Alors attention, parce que à ce moment-là, si tu n'achètes pas des projets qui sont ultra capitalisés, tu n'achètes pas de Doge, tu n'achètes pas de PP, et pourtant, c'est des trucs qui partent d'un coup. En général, quand ça part vraiment d'un coup, quoi. Donc ouais, faites attention. Moi, ne vous laissez pas influencer simplement par les chiffres market cap élevés ou pas élevés. C'est pas parce qu'un truc a 3 milliards de market cap qu'il ne va pas performer. Hein. Ça, c'est évident. C'est pas forcément évident, mais je vous le dis, ça l'est. C'est pas forcément évident à comprendre, bien sûr, mais pourtant, ça l'est, quoi. Vous m'avez compris. Qu'est-ce que... Oui, voilà, l'idée sous-jacente qui est bien, c'est de faire x100. Oui, bien sûr, c'est sûr que au-delà de ça, oui, tu vas pas faire... Parce que ce qui se passe, c'est que ce qui détermine surtout la performance, c'est déjà les intervenants, c'est-à-dire que c'est le fait que les gens achètent ou vendent. Et comme la réalité, hein, je vous le dis, c'est que les gens ne se basent pas forcément sur... En tout cas, les personnes qui font surtout bouger le prix ne se basent pas sur des data de market cap pour prendre leurs décisions. Et ce qui fait bouger le prix, c'est surtout la quantité de liquidité présente et l'action des intervenants. C'est-à-dire que si tu as un projet qui a peu de liquidité en vente présente, c'est-à-dire que si tu prends ton carnet d'ordre et que ici il y a personne qui veut vendre, il y a très peu de personnes qui veulent vendre, mais beaucoup de personnes qui veulent acheter, et ben forcément on va pump plus vite que sur un projet où il y a beaucoup de personnes qui veulent vendre et peu de personnes qui vont acheter. C'est l'équilibre entre l'offre et la demande qui détermine le prix. Et du coup, l'équilibre entre l'offre et la demande, elle se détermine comment ? Elle se détermine par la quantité d'acheteurs et de vendeurs présents dans le carnet et la quantité d'acheteurs et de vendeurs prêts à consommer cette liquidité présente dans le carnet. Donc en gros, ce qui détermine le prix, c'est juste les interventions des acheteurs et des vendeurs agressifs versus les acheteurs et les vendeurs passifs. C'est ça qui détermine le prix. Voilà. Et donc, si tu as un projet qui a très peu de vendeurs et beaucoup d'acheteurs et qui sont... Et que voilà, on peut prendre le cas de Ena. S'il y a personne qui veut acheter, s'il y a personne qui veut vendre sur les niveaux de prix à 1, 1,15, etc., et que tout le monde veut acheter ces niveaux de prix, le prix va augmenter, peu importe le market cap. Okay, et donc si le prix augmente, le market. Donc si les gens sont prêts à accepter ces niveaux de prix, à acheter ces niveaux de prix que personne ne veut les vendre, ou très peu de personnes veulent les vendre, le prix augmente et le token il peut faire x10 sans problème.
sans problème. Et par contre, ça ne représentera pas forcément la valeur réelle sous-jacente du projet, parce que c'est uniquement de la spéculation. C'est uniquement de la spéculation. Donc après, est-ce que ENA vaut 3 milliards de market cap ou peu importe, le projet, c'est questionnable. De toute façon, en crypto, il faut partir du principe que tout est survalorisé. Tout est survalorisé parce qu'en réalité, il y a très peu de choses qui servent et il faut l'accepter. Les trucs ont des valorisations complètement absurdes. Mais le truc, c'est que c'est pas la valo. Je vais donner un exemple tout con. On reprend l'exemple de Nova, le truc que j'ai acheté. Ma position sur Nova maintenant, elle vaut 6 chiffres. Mais le truc, c'est que en termes de liquidité présente, il y a 6 chiffres de liquidité. Donc en fait, le truc, c'est que si je veux vendre mon Nova, je vais probablement vendre à un prix qui est 20% inférieur au prix du marché. Parce qu'il n'y a pas la liquidité nécessaire pour me donner un prix acceptable. Et c'est ça la réalité. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'un token a 3 milliards de market cap que ces 3 milliards de market cap sont comment dire, réalisables potentiellement. C'est ça le truc. Parce que tout ce qui détermine ça va être la liquidité présente. Et quand je parle de liquidité, attention, je ne parle pas de stop loss ni de liquidation. Vraiment, pour moi, la liquidité, c'est uniquement les ordres en limite, présents et en attente d'exécution dans le carnet d'ordre. Voilà, c'est tout. Et c'est rien d'autre. Ou alors, oui, évidemment, quand on regarde des échanges décentralisés, la liquidité, ça va être la valeur qui est présente dans les pools de trading. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, voilà, moi, il y a un truc sur lequel je suis assez focus en ce moment, c'est Prime aussi. Moi, Prime, c'est un de mes plus gros bags et c'est un truc que... On a un projet qui sort, il y a un gros projet qui s'appelle Wayfinder qui va sortir au premier trimestre 2025. Et donc, en gros, c'est un projet de framework pour créer des agents IA. Et le projet, à mon avis, assez fou parce que vous allez avoir c'est un projet qui va donner la possibilité de créer son propre agent et de lui faire des interactions on-chain. C'est-à-dire que vous pouvez prompt comme un chat GPT et lui dire voilà, je voudrais que tu déploies tel smart contract ou je voudrais que tu fasses des transactions entre X et Y wallet. Tout ça, c'est no code. Et donc, vous pouvez faire... Les interactions, les possibilités, elles sont assez folles parce que vous pouvez demander à votre agent de travailler à votre place. Enfin, en tout cas, si le projet délivre ce qui est sur le papier et ce qui est en démo, ça va être assez fou parce que vous pouvez faire vraiment des trucs assez intéressants sans coder et sans avoir vraiment de faire vous-même les interactions on-chain parce que c'est l'agent qui le fait à votre place. Et Prime permet, donc le token Prime, que j'avais partagé plusieurs fois parce que la configuration graphique elle était intéressante. Le token Prime peut être lock pour une durée pour pouvoir farm en fait le token prompt, c'est le token du protocole Wayfinder. Et moi c'est le gros bet que j'ai en ce moment, c'est-à-dire que j'ai même bloqué une grosse partie, pas une grosse partie, j'ai loqué la quasi totalité de mon Prime jusqu'en février 2025 et j'en ai bloqué une petite partie pendant 3 ans pour farm le token prompt parce que je pense que c'est un token qui va avoir vraiment beaucoup de potentiel. Du coup voilà. Et du coup je vous invite aussi à tester, aller faire un compte sur la plateforme de Wayfinder parce que vous pourrez avoir droit à un airdrop. Je joue l'airdrop aussi sur ça, c'est-à-dire que j'ai fait un compte. J'essaye aussi de m'intéresser à pas mal de trucs comme ça parce qu'il n'y a pas que le trading, hein. Il y a aussi il y a plein de bets, il y a plein de bets comme ça à faire, je pense, qui sont assez intéressants et qui peuvent être très lucratifs, ne serait-ce que voilà, si j'avais peut-être un peu plus poussé ou si j'avais poussé tout court par exemple Hyperliquid, c'est vrai que sur Hyperliquid il fallait Hyperliquid énormément de valeur en utilisant la plateforme pendant toute l'année dernière. Il y en a qui ont gagné, il y a certains influx qui ont gagné des sommes à 7 chiffres quoi. Donc c'est vrai que sur l'écosystème crypto, il y a quand même énormément de valeur à extraire autre que par du trading conventionnel et en faisant ne serait-ce que utiliser plein de protocoles qui sont récents ou qui n'ont pas encore de token pour pouvoir potentiellement avoir un airdrop quoi. Je vais aller voir s'il y a des questions. Je recommande alors EMP j'en pense quoi? EMP il me semble que c'est un framework aussi. Je connais pas des masses, je crois que c'est celle-là. Alors, par contre, c'est vraiment super bizarre que ça rame comme ça. Je vais peut-être fermer TradingView et le réouvrir parce que ça va être difficile de voir la charte complète si ça bug autant. Je vous posterai le lien. Voilà, Prime, c'est pas forcément... Pour Prime, je pense pas que ce soit forcément encore un bon moment pour acheter, hein. Faut voir. Parce qu'il y a eu pas mal d'entrées. Là, c'est pas EMP, à mon avis, il y a une entrée
intéressantes hein, sur MP là récemment. Mais sinon, après, c'est un truc qui est déjà parti. Hein. C'est un truc qui est déjà parti. Alors après, je crois que c'est un framework pour faire des agents aussi. Mais je connais pas du tout. Je connais pas du tout. En vrai, je connais pas du tout. Maintenant, la chart, je pense qu'on est revenu... À mon avis, là, on est revenu tester le first stop et on rebondit. Je pense que ça doit être ça. Ou voir les 50% au retracement aussi. Mais là, pour moi, l'entrée est ratée. Enfin, l'entrée, j'aurais pu l'avoir, mais si j'avais vu la chart, là, je l'ai pas vue. Donc voilà, on est venu sur le 4 heures. Ça, c'est super. On a rebondi sur le 4 heures aussi. On a rebondi sur le 4 heures. Mais du coup, MP, je connais pas. Tu achèterais maintenant sur Prime? Non. En fait, j'achèterais pas maintenant. Non, j'achèterais pas maintenant. J'ai acheté. Bon, moi, Prime, j'en ai depuis un moment parce que j'en ai eu en airdrop. Et c'est aussi pour ça. C'est-à-dire que moi, j'ai eu une entrée ici. Ok. Je suis rentré ici. Et c'était possible de rentrer aussi ici hein, sur le 4 heures. Je voulais racheter aussi sur le 4 heures, mais je l'ai pas vu en fait. Je l'ai pas vu. Parce qu'après, mon back de Prime, je l'ai eu aussi par rapport à des NFT que j'avais depuis 2021. Donc je l'ai bien farmé avant. Mais sinon, ouais, j'en ai racheté là. J'en ai racheté aussi dans le range ici. Et du coup j'en ai lock une bonne partie. Maintenant, moi personnellement, est-ce que je le rachèterais maintenant? Non. Est-ce que je pense qu'il va aller plus haut? Oui, totalement. Il y a des mecs qui ont des targets à 111 dollars sur Prime. Donc c'est quasi x10 à partir de maintenant, quoi. Donc voilà, moi j'achèterai pas maintenant. En tout cas, je l'achèterai pas ici. Maintenant, est-ce que je pense qu'il va aller plus haut? Oui, totalement. Parce que le truc, c'est que actuellement, on est uniquement 6500 wallets à farm Wayfinder, alors que je pense que c'est vraiment un truc qui va être assez gros, vraiment. Et il n'y a que 6500 wallets qui le farm, alors qu'il y a 40% du supply qui va aux mecs aux personnes qui ont décidé de le farm. Et pour vous donner un ordre d'idée, là moi je crois que je suis dans le top 1000 ou voire même dans le top 500 des stakers sur... donc, et en fait, il n'y a pas besoin d'énormément de valeur au final pour se retrouver dans le top 1000. Et Nova, non. Nova, le truc c'est que c'est trop tard. En fait, Nova, oui, la réalité c'est que actuellement pour pouvoir s'exposer à Wayfinder, tu as 3 manières. Soit tu achètes du Prime et tu lock ton Prime, soit tu crées un compte sur la plateforme, et tu déposes un peu de fonds et tu attends que la plateforme soit mise en ligne pour pouvoir l'utiliser. Et en gros, l'utilisation, il y a 1% du supply qui va être airdrop à toutes les personnes qui ont utilisé la plateforme. Soit tu achètes du Nova. Le problème, c'est que Nova, il a fait x50. Nova, il a fait x55 en l'espace de, je sais pas, une semaine, un truc comme ça. Donc le truc, c'est que c'est pas intéressant. Il vaut mieux attendre un retracement. Je sais pas si je l'ai... La chart, je voudrais la chart complète. Je pense que ça va être ça. AI, ouais, c'est... La chart complète, ça doit être là. T'achètes pas ça. Tu peux pas acheter ça. C'est pas possible. Jamais de la vie. Je suis pas censé faire de conseils en investissement, mais là je le fais. Mais n'achetez pas ça. En fait, n'achetez pas ça. Surtout, n'achetez pas ça maintenant, quoi. C'est parabolique. Je vais pas vous pousser à acheter mes bagues. Hein. Pas du tout. Là, n'achetez pas ça. Surtout pas. Alors après, je dis pas, ça va peut-être finir plus haut parce que je crois que c'est uniquement 29 millions de market cap. Attendez une consolidation, une structure, etc. Attendez, faut voir, hein, voilà, si on a le Vegas, on va attendre qu'il charge. Vous pouvez faire du suivi de tendance à la rigueur, mais putain, d'ailleurs, même aujourd'hui, il a bien pump. Waouh. Là, à chaque fois, voilà, on revient sur le 15 minutes. Là. À chaque fois, il y a des entrées sur le 15 minutes. Et là, vraiment, on a à peine touché le 15 minutes. Et c'est vrai que putain, on repart à l'os. Hallucinant. Donc, c'est les 3 façons de s'exposer à Wayfinder. C'est soit de s'exposer à Nova parce que c'est le premier agent qui est basé sur le protocole, enfin qui va utiliser le protocole, soit d'acheter du Prime et de lock du Prime sur une certaine période, soit d'utiliser la plateforme pour pouvoir avoir un airdrop. Là c'est vrai que l'utilisation de la plateforme, ça va être la manière la moins risquée et ça va être aussi celle qui potentiellement rapportera le moins évidemment parce que il y aura 1% du supply qui va être airdrop aux utilisateurs. Mais c'est vrai que ça risque d'être un projet qui va être utilisable, enfin qui aura vraiment une grosse utilité et pour le coup, hein, ce qui est intéressant, et qui risque de faire du bruit. Et pour le moment, le truc c'est que les gens se réveillent à peine dessus, quoi. Ce qui est fou. Mais voilà, moi à l'avenir, je pense que je vais essayer de faire plus de contenu sur ce genre de play qui sont quand même plutôt intéressants parce que c'est vrai que j'avais pas osé à l'époque parler de dire d'utiliser la plateforme, etc. Et au final, c'est vrai que c'est quelque chose qui a été ultra rentable pour ceux qui l'ont fait, ceux qui ont pris le risque de
perdre du temps et de perdre potentiellement du capital aussi, mais surtout de perdre du temps. Et moi, par exemple, c'est le risque que je n'ai pas pris sur Hyperliquid, c'est de passer du temps tous les jours à trade ou à essayer de faire du référencement, enfin pas du référencement, mais de parrainer des gens, etc. Parce que c'est pas forcément quelque chose avec lequel je suis super à l'aise. Mais au final, toutes les personnes qui ont pris ce risque-là ont gagné énormément d'argent ou on en fait gagner énormément. Donc au final, si c'est win-win, autant faire les choses, quoi. Autant faire les choses. Donc je pense que à l'avenir, je vais essayer de plus partager des plays qui sont plus sur de l'utilisation de protocoles plus ou moins récents, etc. etc. Ouais, si vous avez d'autres questions, vous pouvez y aller. Prometteur à l'instant T, small cap. Honnêtement, ce que je fais beaucoup, et c'est un truc que je vous ai partagé, c'est que tous les jours, je prends le Telegram de C puissance 4. Alors attends, je sais pas si je l'ai. Il y a quelqu'un qui peut le partager. Je regarde tous les jours, je regarde ce Telegram et je regarde les nouveaux projets. Si quelqu'un peut le partager dans le vocal, parce que je suis sûr que certains le regardent aussi, parce que là j'ai pas le lien j'ai pas Telegram sur cet ordinateur. Sinon il faut que je le retrouve parce que je l'ai déjà posté sur le Discord. Alors C4. Ouais. Hop, j'ai son Twitter. Non, je l'ai le lien. C'est bon. Hop. Je vais le poster dans qui la poste. Tous les jours, je regarde ça et je regarde. C'est pas trié, mais en tout cas, il y a une agrégation de nouveaux projets qui sont faits. Et j'ai trouvé pas mal de trucs assez early sur ça, par exemple. Parce que surtout en IA, en ce moment, ils postent pas mal de choses en IA. Par exemple, c'est Limitus. Il y a un truc dont on a parlé parce qu'il y a un channel. Je sais pas si les gens le connaissent, hein, il y a un thread dans la section DeFi Room, hein, sur le Discord, où on parle de Memcoin et d'agents IA. Et justement, c'est un projet, je crois, récent, Limitus, LMT, qui a bien pump aussi, et il l'a trouvé je crois qu'il l'a trouvé assez récent. Il l'a trouvé assez early, je crois. Et donc, il trouve pas mal de choses assez early, ce mec. Il a trouvé BitAnswer, par exemple, c'était à $30. Alors après, c'est pas tout le temps, faut pas se dire que c'est tout le temps des super projets. J'ouvre, en gros, ce que je fais, c'est que j'ouvre les Twitter. J'ouvre les Twitter, je regarde les projets, je regarde les contracts, je regarde dans Deck Screener quand c'est sorti. Et si les charts sont intéressantes, après tu risques. Hein. Tu risques pas. Trouve Terminal, ouais, j'ai du Mana. Mana, j'en ai acheté, je sais plus où est-ce que j'ai acheté Mana on Sol. Il a fait x2 là. Ouais, il a pump aujourd'hui. Mais Mana, en plus, je l'ai acheté, j'ai fait x2, j'ai sécurisé. Derrière, il s'est éclaté la gueule. Et là, j'en ai racheté hier. Et là, il a pump, ouais. Il y a un truc que j'ai acheté aussi, c'est Mona. Je les poste, je crois, je les poste. Il me semble que je les poste hier. C'est un agent IA sur Eurist. Sur le framework de Eurist. Ouais, Mana, ça s'est vraiment éclaté la gueule d'un coup. Mais ouais, voilà, si vous avez d'autres questions, allez-y. Sinon, après, je vais commencer ma journée, parce que c'est encore le matin, là. Pour vous, ça doit être le soir, je pense. Je vais essayer de voir aussi ce qui se passe au niveau de cette connexion internet, parce que ouais, voilà, Nova, il est en train de pump. Putain, il a 30 millions, il est retourné à 30 millions de market cap. À chaque fois, le truc, j'ai l'impression qu'il va corriger, en fait, non, il continue. Et c'est pour ça qu'en fait, je me dis, les gens, ils sont en train de se réveiller sur Wayfinder, et il y a des gros wallets qui sont en train de FOMO, ne serait-ce que hier. Hier, il y a un mec, il a balancé, je crois, au top, en fait, à 36 millions de market cap. Le mec, il a acheté genre pour 90 000, quoi. Au marché, comme ça. Truc de fou. Je comprends pas. Les mecs, ils balancent des ordres à 90 000 dans un truc qui a 700 ou 900 000 dollars de liquidité. Donc, vous voyez, le truc, c'est que quand tu balances, quand tu fais un... Je vais essayer de montrer, mais ce qui se passe, est-ce qu'on va avoir la chart ? Putain, ça m'énerve. Ce qui se passe, par exemple, ici, voilà, sur ce genre de mèche, je vous garantis pas à 100%, mais il y a de très fortes chances que c'est une personne ou une entité qui balance un ordre d'achat genre de 80 ou 80, vraiment un truc assez abusé. Alors je dirais une somme à 5 chiffres, en tout cas c'est sûr, dans un token qui a peu de liquidité, et du coup en fait au lieu d'acheter, le prix il est à 0.029, mais en fait le problème c'est qu'au lieu d'acheter à 0.029, le mec il achète en moyenne à 0.033, mais il va acheter une partie de ces tokens à 0.036. Donc en fait il va avoir un prix de merde parce qu'il balance un ordre dans un trop élevé par rapport à la liquidité présente sur le token. Et c'est un truc que, sur Nova en tout cas, qu'on a vu pas mal de fois, où on a des grosses whales qui balancent des gros ordres et du coup font pump le prix en mode mesh comme ça. Mais n'achetez pas ça, hein. En tout cas, n'achetez pas ça maintenant. Attendez un truc, n'allez pas FOMO parce que je vous dis que c'est un protocole qui est
qui a pas mal de, et je perds mes mots, de potentiel. Est-ce qu'il fait pas ça pour créer de l'agitation sur l'actif, donc du volume, sachant qu'il a un voilà à 6 millions et s'en tape de... Non, mais c'est possible. Après, en fait, en termes de... Comment dire, tu peux trouver plein de raisons. Ça peut être quelqu'un qui vraiment... Ça peut être une whale qui FOMO. Ça peut être un mec qui veut faire du volume. Ouais, c'est ça. Mona, c'est ça. 0.0017. Là, en fait, je l'ai acheté parce que la charte était intéressante. Tu vois, là, on a un truc sur un truc qui consolide, qui garde ses lots. Eurist, c'est un projet qui peut avoir du potentiel à mon avis, parce que c'est un outsider quand tu compares avec... et c'est le premier agent qui a été lancé par la team de Eurist. Donc pourquoi pas. Après, voilà, c'est un truc qui est plus... C'est vraiment un micro-cap. 1,7 million de market cap, un truc comme ça. Après, qu'est-ce que ça apporte, tu vois, c'est juste un agent IA comme un autre, quoi. Pas grand-chose. Et je pense que ça a pas grand-chose. Mais bon, ça peut faire x10, ça peut faire x5, x10 par... tu vois, sur un coup de chance, un truc comme ça, quoi. Mais voilà, c'est vrai que juste la configuration, elle est intéressante. Du coup, j'en ai acheté un peu. Après, j'irai pas mettre la maison dessus, quoi. Mais oui, forcément, quand t'as une whale qui a 6 millions, elle s'en fout d'avoir un drawdown. Elle s'en fout de perdre 20K. Parce qu'en plus, voilà, c'est un wallet à 6 millions, tu sais pas si le mec, il en a pas 60 derrière, quoi. Mais t'as aussi la possibilité que ce soit juste le mec, il a pas envie de... en fait, le mec anticipe que ça aille à 100 millions et acheter à 30, à 30 il s'en fout en fait. D'acheter à 30 et de se prendre un drawdown de 50%, il s'en fout. C'est pour ça que hier, on voyait des mecs qui balançaient 90K. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, profitez, hein, je suis là. Eurist, ouais, ça s'achète. Eurist, moi j'ai racheté le pullback, le retest du range. Je l'ai acheté, je crois que c'est à 0,32. En fait, j'ai des ordres d'achat sur Eurist entre 0,32 et 0... Je sais plus exactement. J'ai posé des ordres d'achat sur le retest du range. Putain, je sais pas ce qui se passe avec cette connexion, c'est vraiment... Quand j'ai lancé le live, c'était pas comme ça. Un avis sur la réaction de LTC depuis la dernière fois. Alors, déjà, il faudrait que je réussisse à charger une chart. Mais ouais, après, je pourrais donner un avis, mais il faut que je réussisse à charger la chart, quoi. Je vais faire un truc rapidement, je vais faire ça. Hop, 2 secondes. Je vais... Hop. Alors là, c'est bon, vous voyez mon écran. Ouais. Voilà, je disais, Eurist, j'ai des ordres dans le déséquilibre qu'on a. Et on me disait LTC. Ah non, ça continue de bugger. Putain. Alors, il me semblait que pour Chlore, il me semble que c'est revenu dans une zone qui était intéressante. J'avais vendu Chlore parce que la configuration, elle était plus si intéressante que ça. Il me semble qu'il avait perdu son tunnel 4 heures, un truc comme ça. Il faut que je réussisse à faire quelque chose pour cette putain de connexion parce que c'est pas top. LTC, il a la même... Honnêtement, LTC, il ressemble un peu à tous les gros caps. Ils ont un peu tous la même configuration. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont connu leur mouvement début... Ils ont commencé leur mouvement, évidemment, après l'inauguration. Il y a eu vraiment gros pump. Et là on retrace. On doit retracer, je pense, à mon avis, on doit être sur le 4 heures sur LTC. Je pense. Mais c'est potentiellement quelque chose qui va avoir... Alors, même si je suis pas fan de LTC, mais c'est potentiellement un token qui peut avoir son ETF à un moment donné. Parce que je crois que Grayscale a un fonds LTC. Il y a la possibilité qu'on ait un ETF à un moment donné sur LTC, hein, je pense. Même si c'est pas l'actif le plus sexy, quoi. C'est pas l'actif le plus sexy. Chlore. Ouais. Mais en tout cas, là, voilà, on est sur le 4, on essaye de repasser on était passé sous le 4, on essaye de repasser sous le 4. Bon, il s'affiche pas, mais je sais qu'il est là. Tars, je connais pas du tout. Chlore, c'est les pays de l'Est, c'est pas un problème niveau visibilité. En quoi ? Je sais pas, je comprends pas le raisonnement. Je veux dire, parce que je comprends pas le raisonnement par rapport aux pays de l'Est. En fait, il faut voir au niveau... De toute façon, c'est toujours simple. C'est-à-dire que quand tu veux savoir si c'est plus intéressant ou pas, moi, je me casse pas la tête. Je regarde surtout la charte de l'actif contre l'autre. C'est-à-dire que je prends Chlore et je le regarde contre IO, je prends Chlore, je regarde contre ATH. Moi, je sais que sur ce domaine-là, sur le domaine IA Compute, j'ai du IO, j'ai pas mal de IO. J'ai du IO et ATH. Et pour moi, ça me suffit. Là, c'est amplement suffisant. J'ai plus de render. J'en ai eu, hein, mais j'ai pris l'habitude maintenant de quand j'ai des actifs qui ont vraiment très bien performé, comme Render avait super bien performé, on a super bien performé aussi. Le truc, c'est que même si c'est des actifs qui ont toujours du potentiel, je pars du principe qu'il y a d'autres actifs qui arrivent, qui ont plus de potentiel. Et par exemple, un truc sur Pendle où j'ai déjà extrait un dessus, je TP 80-90% de cette position sur Pendle parce que toute sa liquidité, je la récupère et je la mets sur quelque chose d'autre qui n'a pas encore performé et qui a à mon avis, le potentiel de performance. Et je pense que c'est une bonne manière de procéder parce que tu fais tourner ta liquidité, t'arbitres ton portefeuille de cette manière
Et c'est ce que j'ai fait par exemple sur Render. C'est pour ça que si on me pose la question, mais pourquoi tu as du IO, du ATH et pas de Render, c'est parce que Render est beaucoup plus capitalisé. Même si, voilà, comme ça contredit un peu ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que Render peut tout à fait faire encore x10, etc. Mais le truc, c'est que lui, si on compare Render et IO, Render a déjà fait une énorme performance, et IO, pour le moment, il est en train de stagner, tu vois. Donc, un truc qui a déjà vraiment extrait une énorme performance du marché, il va être potentiellement moins à même de continuer à perf au profit de certains trucs qui arrivent. Et c'est par exemple c'est la même sur les secteurs, c'est-à-dire que il y a un moment donné, je crois que c'était l'année dernière, où on a eu une grosse performance sur le secteur RWA quand on avait la hype avec Hondo, BlackRock, etc. Et derrière, on a eu, je crois, performance de l'intelligence artificielle. Il y a une espèce de rotation qui se fait. Et ça va aussi ça va dans le sens de ce que je disais au tout début, c'est que tout ne peut pas performer, enfin en tout cas à l'instant T, j'ai un doute sur le fait que tout puisse performer en même temps. Moi j'ai un doute sur ça, et ça concorde avec le fait de faire des rotations sectorielles. Ouais, encore, là le truc c'est que les rotations sectorielles, elles sont pas fameuses. C'est-à-dire qu'on a la DeFi qui a pump il y a pas longtemps avec AAV. Bon, AAV est toujours bien positionné, mais sinon les rotations c'est surtout même IA, et aussi bon maintenant dans la science décentralisée. Mais là, les rotations sur ce cycle-là, c'est surtout ça, quoi. C'est-à-dire que les trucs comme le gaming, tout ça, c'est pas du tout en vogue. En tout cas, c'est pas ce que je vois. Le seul truc gaming que j'ai, moi, c'est Prime, parce que c'est gaming et IA, et ça me permet de farm un truc qui a, à mon avis, du potentiel. Ouais, mais bon, voilà, 20%, déjà 20%. Après, c'est vrai qu'il y a aussi je pense les mêmes coins, même si je pense que les agents IA, c'est en quelque sorte des mêmes un peu plus évolués. Mais c'est vrai que le secteur des mêmes coins, il faut aussi s'y attarder, parce qu'il y a eu une grosse performance, et là maintenant, c'est des trucs dont on parle plus du tout. Mais il y a un moment donné où je pense que ça reviendra. Et justement, c'est surtout quand... En fait, vous avez deux solutions. C'est que vous pouvez prendre un secteur et vous partez du principe qu'il y a la possibilité qu'il continue à surperformer, et du coup, vous jouez la continuation sur ce secteur. Et c'est par exemple ce qui était faisable sur Virtual. Virtual, quand on regarde... Je prends le market cap. Non, on va pas prendre le market cap. Virtual, USD. Voilà. C'est-à-dire que Virtual, c'est une belle parabole. Mais au final, c'est un truc qui était tout à fait jouable. C'est-à-dire que là, on se retrouve à 0,40, on se dit, ok, c'est trop tard. Mais le truc, c'est que on voit, en termes de structure, en termes de price action, tu vois que c'est de la consolidation. On tient nos moyennes mobiles. Si elle veut bien s'afficher, on verra qu'on tient nos moyennes mobiles, etc. Sur du suivi de tendance, c'est super. Ce genre d'actif, c'est super sur du suivi. Donc vous avez la possibilité soit de prendre un train en marche comme ça, ou alors vous prenez un train qui a déjà fait son chemin, et par exemple là à l'heure actuelle c'est les mêmes coins, je pense, hein, parce que les mêmes coins plus personne n'en parle, et je pense que sur les mêmes on pourrait aller check des charts, mais je suis quasiment certain qu'il y a plein de trucs qui sont en train de dessiner des trucs qui sont intéressants, et ça se remettra à surperformer à un moment donné ou à un autre. Bon, à part si on a vraiment un hiver nucléaire sur les cryptos, hein, ce qui est possible aussi. Mais voilà, c'est-à-dire que quand vous avez un spaghetti et que vous avez un truc qui est en grosse tendance comme ça, vous avez en face un truc qui est en train de sous-performer, et à un moment donné, il se met à latéraliser, et après il repart à la hausse. Et le truc, c'est que là, c'est le moment où plus personne n'en parle. Et quand plus personne parle de quelque chose, c'est là où il faut s'y intéresser. Parce que un truc comme Virtual, par exemple, qui lead la hype sur les agents IA, il y a un moment donné, à mon avis, parce que c'est toujours comme ça, tout ce qui monte doit redescendre à un moment donné. Donc il y a un moment donné où on va avoir une correction, et plus personne enfin je sais pas si plus personne en parlera, mais il y aura cette correction où on va se mettre à latéraliser, et après hop, on repartira potentiellement à la hausse. Mais en tout cas, n'allez pas acheter des trucs comme ça dans une optique d'investissement long terme. C'est plus pour du suivi de tendance qu'on fait ça. On risque pour sortir un peu plus haut, mais n'allez pas acheter du virtual à 4,4 pour espérer le vendre à 10 dans les 2 prochaines semaines. Quoique c'est possible, même ça c'est possible. Honnêtement, le marché crypto, il nous surprendra toujours, donc bon. Si tu as des plays cool. Alors non, il faudrait que je m'y intéresse. Alors déjà non, j'ai pas mis une grosse brique sur Mona. Alors pas du tout, parce que c'est justement comme je l'ai dit, hein, c'est juste un agent lambda. J'ai juste misé sur Mona
par anticipation de une performance sur Eurist. Donc non, parce que c'est juste un agent IA, tu regardes le Twitter, il n'y a rien. Juste la charte est intéressante, c'est vraiment un micro-cap. En DCI, j'ai pas des plays cool parce que je me suis pas vraiment très intéressé. Et du coup, c'est vrai que c'est un truc qu'il faudrait que je regarde un peu plus. Non, on parle pas de Mona à $57. Je sais pas si quelqu'un peut lui poster le lien, mais la DCI, j'ai pas de play cool en DCI. Il y a plein de trucs, je sais qu'il y a plein de trucs. Il y a Riff, les trucs les plus Alors on pourrait aller voir la watchlist, catégorie, DCI, c'est où? Ici. Je crois que le truc le plus capitalisé, c'est Vita. Ah, il y a Vita et il y a aussi. Ça déjà bien pas. C'est trop tard, quoi. Enfin, c'est trop tard. C'est des trucs, toujours pareil, des actifs comme ça, pour les jouer, si vous êtes intéressé vraiment par ça, c'est des trucs que il faut les jouer, ok, mais en suivi de tendance. Il faut les jouer uniquement en suivi de tendance. Là, moi, un truc comme ça, j'attends, je retourne pas le voir avant 2,8. Tu vois, si on retourne sur le daily, là, je suis intéressé. Là, on retourne sur le 4 heures, ça peut être intéressant, mais c'est quand même assez risqué, à mon avis. Et je pense qu'il y a des actifs qui sont beaucoup plus intéressants qu'un truc comme VitaDAO. Parce que toujours pareil, moi ce qui m'intéresse c'est pas d'acheter un actif en particulier, c'est vraiment juste d'acheter un truc et faire de la performance dessus. Mais que ce soit VitaDAO ou que ce soit ZopZop Token, tu vois, j'en ai rien à foutre quoi. Ça peut être Fartcoin, ça peut être n'importe quoi. Ah bah oui, bah là Riff, je vois 0.06, à mon avis ça va perf. Ouais, DCI, il y a des trucs qui ont perf aujourd'hui. Et je sais que Riff et Euro, c'est deux tokens qui viennent de Pump.science. Riff c'est pas mal ce qu'on est en train de faire. Tu vois, là par contre ça m'intéresse. Alors il n'y a pas tout l'historique, il manque un gros bout de l'historique parce que c'est un truc qui a bien... Mais là on a bien corrigé, on est en train de latéraliser, on est en train d'essayer de passer le 4 heures, mais en termes de structure c'est quand même plutôt intéressant ce qu'on fait sur Riff. Donc tu vois là par exemple en DCI on a quelque chose qui est intéressant. Ouais. Euro, je pense que ça doit être un peu la même chose. Voire peut-être que Euro performe un peu plus, ouais. J'ai pas tout l'historique. Là, il me manque de l'historique aussi. Donc voilà, là, on a un truc intéressant. On a break le 4 heures, on est revenu dessus, on repart. Donc c'est vrai que DCI aussi, c'est un secteur... Après, je maîtrise pas du tout. Je maîtrise pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment à quel point ça intéresse les gens. Tu vois, à quel point ils vont en parler. Parce que c'est ça qui va déterminer, c'est surtout ça qui va influencer sur la performance quoi. Ouais, il y a un token DC sur Binance, c'est Bio. Tout ce qui est métaverse, gaming, etc. Honnêtement, c'est vraiment pas le genre de secteur qui m'intéresse. À un moment donné, le truc c'est qu'il y a tellement de trucs, il y a tellement de choses, il faut faire un choix, tu vois. Moi, je sais que j'ai décidé d'essayer de focus le plus possible sur l'IA. Après, les mêmes aussi. Mais le truc c'est que tu peux pas. Pour moi, le gaming, c'est pas porteur quoi. Honnêtement, le seul token gaming que j'ai, alors j'ai fait quelques investissements en gaming et ça biaise aussi mon truc parce que c'est catastrophique en termes de retour. Ce que j'ai fait en gaming, c'est catastrophique parce que les trucs sur lesquels j'investe, c'est vraiment en perte sèche quoi. Quand je dis invest, c'est genre en seed ou en private sale. Le seul truc que j'ai en gaming, bah, c'est Prime, mais c'est parce que Prime c'est un token gaming et c'est aussi un token IA et comme je vais pas répéter ce que j'ai dit plus tôt. Mais après, voilà, ce qui peut être intéressant, c'est quand tu as... Si tu as des... ce qui peut être intéressant, c'est si tu as des plays sur un truc comme Send, etc., des trucs qui sont déjà bien implantés, tu vois. Même si, bon, si on regarde la charte long terme, c'est catastrophique, mais on a quand même eu un gros move sur Send, on a eu une belle conso avec une grosse impulsion. Bon, j'aurais pas parié sur ça. Maintenant, est-ce que ça peut surperformer à l'avenir? Je sais pas. Si il y a des signes sur l'indice gaming que le secteur gaming metaverse se remette à surperformer, pourquoi pas? Maintenant, moi, c'est vraiment pas ce qui m'intéresse le plus. Je pense que, voilà, comme je l'ai dit, il vaut mieux essayer de se focus sur un truc et essayer de le maîtriser plutôt que de s'éparpiller sur plein de choses. Et encore, tu vois, moi, je me suis focus sur l'IA parce que je pense que justement, parce que c'est des outils, maintenant je sais que ChatGPT c'est un truc que j'utilise tous les jours, tu vois, et je pense qu'il y a vraiment pas mal de potentiel, mais après c'est pas un truc que je maîtrise à fond, quoi. Il y a des mecs qui maîtrisent énormément le sujet sur YouTube, qui en parleront beaucoup mieux que moi, parce que moi je suis un simple spéculateur, quoi. Je suis pas ultra calé au niveau du fonda, mais après voilà, c'est sûr que en termes metaverse gaming, il y a peut-être des trucs qui sont intéressants, mais je pourrais pas vous dire quoi. Je pourrais pas vous dire quoi. J'avais pris une position sur ça, sur Shrapnel. Je me suis fait stop. Je suis sorti parce que la charte elle était intéressante. Bah, ça, je veux dire, ça
Ça garantit rien, hein, que la chart soit intéressante, ça garantit pas que le truc performe. Donc c'est ce qui s'est passé, hein. On repart en tendance baissière. Pourtant, si on coupe ce qui était ici, c'était intéressant. C'est pas le cas. À un moment donné, de toute façon, il faut pas garder des positions perdantes. Position perdante, à un moment donné, il faut le couper. Il faut arrêter de hold. Sinon, vous vous retrouvez à hold un truc qui sous-perf un bull run et vous vous retrouvez à hold un truc qui se fait éclater en bear market. Donc il faut arrêter, quoi. Oh, au niveau des alts, il y a 2-3 trucs au niveau des mèmes, il y a 2-3 trucs qui performent aussi, c'est intéressant. Popcat, Nub. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mavia. Ouais, mais tu vois, voilà, Sandmana et ENG ont bien perf 2021. Metagaming, pareil, c'est comme les NFT. Moi, je pense que les agents IA, ce sont les NFT de ce cycle. C'est l'équivalent NFT des NFT de la mania NFT 2021. Actuellement, c'est les agents IA. Même si c'est potentiellement que des simples chatbots, mais on s'en fout, quoi. Qu'est-ce que j'ai acheté ces derniers jours? J'ai renforcé IO. De toute façon, moi, c'est pas compliqué, j'achète des supports. Quand tu veux savoir quand j'achète des supports. IO, voilà, tu vois. Alors, IO, on est revenu ici. J'ai acheté cette zone. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Usual, je l'ai dit. Usual, j'ai acheté ici, dans le 4 heures. Je l'ai montré plus tôt. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? ATH, c'est simple. J'ai mis mes ordres. Je vais vous montrer s'il veut bien ouvrir la ATH. J'ai mis des ordres ici. Voilà. Et en fait, j'ai été fil. Et là, on est reparti. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Vanna, peut-être. On est venu dans le déséquilibre, on est venu sur le daily. Et que je vais regarder ça 2 secondes. Que je vous BitGet. Non, j'ai juste renforcé IO, ATH. J'ai acheté du Usual. J'ai acheté du Move. J'ai acheté ici. Prise du low aussi. J'ai fait un premier shot. Et là, j'en ai fait un second ici. Et quoi d'autre? Move, je me suis pas mal gavé sur Move parce que j'ai acheté la console, hein, et en plus j'ai fait une erreur parce que je voulais renforcer sur le 1 heure et je suis dégoûté parce que je voulais renforcer sur le 1 heure et j'ai fait une connerie. Sur BitGet, j'ai vendu au lieu de racheter ma position, que j'ai racheté très rapidement derrière, et j'ai revendu là à 1.10 et là je l'ai racheté ici. J'ai racheté ici. En fait, j'étais dégoûté parce qu'au lieu d'acheter, j'ai vendu. Trop con. Et j'ai racheté sur support ici. Sur Move, j'anticipe qu'on ait potentiellement une perf sur le mois de janvier là, avec la sortie du mainnet. Alors après, peut-être que ça va être le buy the rumor, sell the news, mais je suis pas sûr. Mon avis sur Yo et Cubic, Cubic, j'en avais. J'ai vendu parce que j'ai vendu Cubic où je crois qu'il a pas tenu il tenait pas son 4 heures. J'ai vendu parce qu'il tenait pas son 4 heures. Ouais, non, j'ai vendu. C'était où? J'ai vendu par là, 0,38, un truc comme ça. Le cross 15 minutes, 1 heure, je l'ai pas. Il m'a pas plu ce cross là. Avec perte de ces 3 niveaux là, j'ai dégagé Cubic. La zone est intéressante, vraiment. Retour sur le daily ici là, c'est pas mal intéressant. Par contre, c'est vrai qu'on retouche le 4 heures, on le tient pas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu le Cubic. Et je crois que ce que j'ai fait avec les fonds, c'est que j'ai renforcé sur IO. C'est sûrement ce que j'ai fait. J'ai fait Cubic IO. Je sais pas, Cubic. Après, je sais pas, au niveau fonda, Cubic, on m'a dit que c'était un peu. Je sais pas, il y a beaucoup de gens qui en sont fans. Après, je maîtrise pas assez pour vraiment donner un avis dessus. IO, par contre, ça a l'air un peu plus concret, tu vois. IO, c'est un peu plus concret. La chart est pas mal. Après, le problème de IO, c'est que toujours pareil, c'est que il y a des revenus, etc. Mais ça surperf pas encore. La prise de risque sur IO, et c'est une prise de risque que pas mal ont, c'est que même si pour le moment il tient, il sous-perf pas tant que ça. Le problème, c'est que est-ce que c'est pas de la liquidité qui est bloquée et qui devrait aller sur des trucs qui surperfent plus? C'est le questionnement. Maintenant, là, bon, structurellement, ce qu'on a fait, c'est super intéressant. Il faut qu'on continue à pousser, quoi. Et il faut qu'on ait une espèce de rattrapage à la fin qu'on rattrape à minima, je sais pas, une petite partie du market cap de Render. Mais pour le moment, le truc, c'est que c'est ok, mais en termes de performance, c'est quand même un peu décevant. Donc là, on est plus dans une attente de vraiment surperformance où on va avoir un truc qui va faire, je sais pas, qui nous, du jour au lendemain, nous fait un plus 100%, en plus de 100%, quoi. Parce que pour le moment, faire une performance sur la journée, ça fait quoi, 15%? Oui, c'est bien, mais c'est pas ce qu'on attend, quoi. C'est pas ce qu'on attend, faut être réaliste, c'est pas ce qu'on attend. Il faut un minima que ça fasse x2, x3, quoi. Maintenant, voilà, on a eu une super entrée, ok, sur support. On n'est pas venu récupérer la mèche ici, mais de toute façon, c'est toujours pareil, c'est qu'il faut, comme je l'ai dit, il faut prendre ce que le marché nous donne. Il faut pas trade ce qu'on veut voir, mais il faut trade ce que le marché nous donne. Et si le marché il veut pas aller chercher la mèche ici, eh ben il faut l'accepter, c'est tout. Donc ouais, IO, c'est toujours une grosse position que j'ai. C'est juste que ce qui me fait chier, c'est qu'elle perf pas. Mais voilà, c'est pour tout le monde pareil, quoi. Voilà, sur la journée, on a un IO qui surperf Render. Donc
que ça continue comme ça, quoi. Non, j'ai pas dit que IO ça va être bien. Je sais pas, en fait, je sais pas. Là, à l'instant T, si on regarde, on a passé le 4 heures. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est est-ce que on a passé le 4 heures, on est venu taper zone de résistance. C'est logique, ça paraît logique qu'on temporise ici. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est est-ce que on corrige pour revenir sur support, pour marquer un plus bas plus haut et ensuite repartir à la hausse derrière? Est-ce qu'on fait ça? Ou est-ce que c'est simplement, genre, je sais pas, il y en a qui vont appeler ça un exit pump, mais est-ce que c'est simplement, oui, un plus haut, plus bas dans une tendance baissière, de fond baissière, tu vois, pour venir chercher justement cette mèche avec le tunnel daily? Pourquoi pas, tu vois? Mais ça, tu sais pas en avance. Ce que tu sais, c'est que si, et moi je peux te le dire par exemple, c'est-à-dire que si je suis dans une optique de continuation de tendance, vu que là on a potentiellement un retournement, ok, à court terme, on voit que en termes de notre structure, elle se retourne potentiellement. Ce qui va se passer, c'est que si on corrige et qu'on vient ici et qu'on a une consolidation ici, cette consolidation, ça peut être un plus bas plus haut dans une tendance de fond haussière. Donc ça veut dire que là, il y aurait une entrée à faire, sachant qu'on aurait une confluence en termes de localisation entre le déséquilibre qu'on a ici, notre 4 heures qui s'aligne ici aussi, même s'il aura peut-être un peu monté entre temps. Et donc là, tu peux te positionner pour prendre un swing pour aller chercher plus haut. Ok ? Il n'y a que ça que tu peux faire en fait. Enfin, il n'y a que ça que tu peux faire. Ce que tu peux faire aussi, c'est juste être sur ta position et te dire, ok, on va consolider. Enfin, il y a une possibilité aussi, c'est qu'on consolide ici, conso pour continuer la tendance. Les deux sont possibles. La réalité, c'est que tu le sais pas en avance. Mais là, par exemple, là, ça peut avoir du sens qu'on fasse ce mouvement étant donné qu'on est dans une zone de résistance. Donc, qu'on ne continue pas la tendance ici, ça peut être logique étant donné qu'en termes de price action, on est dans une zone de résistance. C'est vrai qu'il faut pas... Moi, je m'enflamme pas pour ce mouvement sur IO, quoi. Parce que ça peut très vite, comme je l'ai dit, genre le marché, il est pas non plus en mode full bull. On peut très vite corriger et revenir plus bas. Vraiment, je vais le répéter, ne tombez pas amoureux de vos bagues. Ne tombez pas amoureux de vos bagues. C'est votre IO, beaucoup, surtout dans le crypto Twitter français, beaucoup le poussent. Il y a quasiment tout le monde qui est exposé dessus. Faites attention, vous vous trouvez dans une cage de résonance où vous êtes susceptible d'être très influencé par l'avis des autres. Il faut être influencé, mais uniquement par son propre avis, je pense. Parce que moi, par exemple, je sais que j'aurais, même si j'ai du IO, comme au final tout le monde, j'ai l'impression, sans hésitation, si je sens qu'il faut dégager du marché, je vends tout, c'est pas un problème. Moi comme je le dis, hein, mon seul objectif, c'est d'acheter à un point A, ok, et de revendre à un point B. Profit, c'est tout. Vraiment, le reste, je m'en fous. Le projet, je m'en fous, in fine. Il faut vraiment avoir son objectif en tête. Votre objectif, c'est quoi, tu vois? Et normalement, l'objectif de chacun, c'est d'être profit maximaliste, quoi. Et le problème, c'est que tu peux... Merde. En tombant amoureux de tes bagues, c'est c'est quelque chose qui a double tranchant. C'est-à-dire que si tu peux avoir, en ayant de la chance, les gens confondent souvent le talent et la chance. Mais donc du coup, je veux dire, en ayant beaucoup de chance, tu peux avoir des convictions sur un projet qui va énormément performer. Et du coup, ton excès de conviction, qui est limite du fanatisme, mais ok, passons. Ton excès de conviction va t'amener à avoir une super performance. Mais le problème, c'est que si tu es sur un projet qui, au final, si tu as un excès de conviction sur le mauvais projet, ben, en fait, tu vas pas performer, voire tu vas perdre de la thune. Et donc, en fait, tu auras été influencé par ton excès de conviction. Donc, à mon avis, avoir des convictions, c'est bien, en avoir trop, c'est une mauvaise chose. Parce que j'en connais qui se sont fait rouler dessus, et je parle d'expérience, hein, c'est que j'en connais qui se sont fait rouler dessus à cause d'un excès de conviction, et j'en connais qui ont aussi gagné énormément d'argent par excès de conviction aussi. Donc c'est toujours pareil, c'est vraiment un double tranchant. Oui, alors ça c'est tout à fait normal. Quand tu es débutant, tu n'as pas le choix que d'être influencé la majeure partie du temps. C'est quelque chose qui est logique, qui est normal. En étant débutant, tu n'as pas le choix pour apprendre. Quand tu es dans une phase d'apprentissage, tu vas forcément être influencé par la vie des autres, etc. Il faut prendre conscience très rapidement surtout de tout ce qui est biais cognitif. Je vous ai conseillé plein de livres, tout ça, mais ne serait-ce que même faire des recherches sur Internet. Tu vas sur ChatGPT et tu demandes à ChatGPT, tu dis fais-moi une synthèse des biais cognitifs, explique-moi les biais cognitifs les plus courants associés à l'investissement et au trading. Tu vois, ne serait-ce que faire ça. Je pense que vraiment la chose la plus importante que vous ayez à apprendre, c'est la prise de conscience des biais cognitifs, et d'autant plus dans un contexte trading investissement.
Prenez conscience de ça et vous faites une énorme partie du travail parce que dès que tu vois, la première chose à faire pour aller à l'encontre de ces biais cognitifs, c'est d'en être conscient. Et le problème, c'est qu'il y a énormément de débutants qui arrivent sur le marché et ce qu'ils font en premier, c'est apprendre l'analyse technique, etc. Genre se jeter sur tout ce qui est analyse technique, alors que vraiment, je vous dis, le plus important, c'est vraiment la psychologie, le risque, psychologie, risk management, money management, c'est pas l'analyse technique. L'analyse technique, c'est 10-20% du travail. Et c'est, à mon avis, apprenable par genre quasi-totalité des gens un minimum intelligents. La prise en compte, vraiment, par contre, de votre propre psychologique, de votre propre démon, de ce qui vous influence, là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué et c'est quelque chose c'est ce qui détermine vraiment que vous soyez profitable ou pas. Parce que vous pouvez être extrêmement bon en analyse technique, vous pouvez apprendre toutes les techniques d'analyse potentielles, c'est pas pour autant que vous serez profitable, que vous serez bon, que vous serez gagnant ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, l'analyse technique, c'est une pratique qui est très intellectuelle. En fait, la différence entre un analyste et un trader, c'est que l'analyse technique, c'est juste intellectuel, tu vois. Et par contre, le trading, tu vas avoir, quand tu risques de l'argent en jeu, là, il y a une réaction physiologique au niveau de ton corps, tu vois. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus physique, qui est beaucoup plus que juste faire une simple analyse. C'est pour ça que vraiment, deux pratiques qui sont différentes. Un trader est un analyste, mais un analyste n'est pas forcément du tout un trader, quoi. Il y a vraiment une différence entre les deux. Parce que l'analyste, il va essayer de déterminer le mouvement, enfin, il va essayer de prédire. Le bon mot, en fait, le bon terme, c'est pas analyste, mais c'est plutôt prévisionniste. Faire du trading, c'est juste réagir à ce que nous donne le marché. C'est même pas faire du trading, il n'y a même pas besoin d'essayer de faire des prédictions ou quoi que ce soit. En fait, le trading, c'est ok, j'arrive sur une zone de support. Qu'est-ce que j'ai comme réaction sur ce zone de support? Je vois qu'il y a des acheteurs qui se positionnent. Ok, bah j'achète. Tu vois, je me dis, ok, je vois qu'il y a des réactions, je prends cette réaction, mais je ne sais pas, je sais qu'il y a une probabilité que le marché aille dans un sens, mais je sais qu'il y a une probabilité qu'il aille dans l'autre. Donc en fait, je n'essaye pas de prédire le mouvement de prix, je sais juste qu'il y a une réaction et que cette réaction a tant de probabilité de réussite. Ok, donc voilà, je prends la réaction. Ok, mais par contre, où est-ce que sera le prix en février? En tant que trader, j'en sais rien et j'en ai rien à foutre. Parce que moi, c'est juste prendre ce que me donne le marché, tu vois. Parce que, où sera le prix en février? Moi, je peux te dire où est-ce que j'aurais envie que le prix soit en février, tu vois. Mais est-ce que le marché va donner ça? Non, parce qu'en fait, au final, le marché, c'est une entité qui est faite d'une multitude d'entités, parce qu'en fait, le marché, c'est nous, c'est notre représentation. Et ce que je pense, il en a rien à foutre, tu vois. Ce que je veux, il en a rien à foutre. Et ce que je pense, il en a rien à foutre, tu vois. Donc voilà, faites attention à ça, quoi. Mes ordres, je les fais sur... merci pour... et tes ordres automatiques, tu les fais sur TradingView? Je l'ai fait sur ma plateforme d'échange. Là, c'est surtout BitGet en ce moment. Comment tu fais pour avoir toute cette visibilité de tous les marchés intéressants? Bon, en fait, je suis en permanence derrière un écran, c'est tout, quoi. Je suis en permanence derrière l'écran. C'est mon taf, donc ça pousse pas mal aujourd'hui au niveau de l'IA. Là, c'est secteur IA, ça pousse. Ça pousse, ouais. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui m'avait posé une question sur le secteur d'épines. C'est lié, les deux sont liés. Donc, les deux sont liés. On a Akash qui pousse aussi à plus de 21%. Donc, AKT aussi intéressant. Il y avait une chart qui était intéressante, je l'ai vu hier, c'est Shadow. Alors Shadow, je sais pas si elle va s'ouvrir, c'est d'épines sur Solana et j'aurais pu la post sur le Discord, je crois que j'ai zappé. Ça serait bien si ça s'ouvre. SHDW. Il me semble que la chart était intéressante. Il avait eu une petite performance et ça a corrigé depuis un moment. Je crois qu'on est revenu sur le 4 heures, je suis plus sûr. Mais en fait, si tu veux, c'est où regarder, c'est Twitter, Discord. J'ai pas mal de communes sur Discord, j'ai pas mal sur Twitter, j'ai pas mal de comptes où j'ai des notifications, je reçois des notifications en permanence. Discussion, ne serait-ce que sur le Discord. Le trade, j'ai plein de groupes Discord. On m'envoie même dans mes messages privés, il y a des gens avec qui je parle en message privé qui m'envoient des trucs tous les jours. Ne serait-ce que tout à l'heure ou pendant le live, je sais pas, j'ai reçu plein de messages privés, je crois. J'ai reçu quelques messages privés, et puis on m'envoie des fois des tokens qui peuvent être intéressants. Et puis il y a Telegram aussi, j'ai des notifications sur Telegram dans des groupes. Tous les canaux d'information sont bons à prendre. Bon, Shadow, il y a pas j'ai pas l'historique là, ça charge, voilà. Shadow, on est revenu sur le daily. On est revenu sur le daily, combler le déséquilibre ici, ok. Qui avait donc le déséquilibre qui avait été créé avec le pump qu'on avait eu en décembre. Et là, on est revenu.
j'ai cru comprendre que c'était un projet qui était intéressant. Alors je connais pas, mais je sais que c'est de la dépine sur Solana. Et là, donc on a eu petit mouvement fin décembre. On revient on est revenu sur notre daily. Bah là, potentiellement, on est en train de marquer un bottom. Bon, est-ce que c'est le cas? Je sais pas. Mais le truc, c'est qu'à un moment donné, c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que tu as cette possibilité. Est-ce que tu prends le risque ou est-ce que tu ne le prends pas? Voilà, c'est tout. Et si tu prends le risque, tu prends le risque que ce futur-là n'existe pas et que ce soit plutôt ce futur-là qui soit possible. Et à un moment donné, bah, tu prends ta perte. Tu prends ta perte. Si tu décides d'acheter, admettons que tu décides d'acheter le MA200, bah, tu prends et ça ne part pas dans ton sens, tu prends ta perte. Et puis même, tu peux même avoir la réalité, c'est que il y a même je vais prendre cet exemple-là, mais tu vas même avoir des cas de figure où ton entrée est bonne, ok, l'exécution est mauvaise. Le truc, c'est que ce qui se passe souvent, et ça on en vient au biais cognitif, c'est que souvent, ce qui se passe, c'est que ce que je voulais dire, c'était l'entrée est bonne, mais le timing est mauvais. Voilà, c'est ça. Souvent, ce qui se passe, et ça c'est un truc que je vous le dis, ça m'est arrivé plein de fois, et il y en a plein à qui c'est sûrement arrivé, et il y en a plein à qui ça va arriver. Vous allez avoir une entrée, vous allez prendre une entrée, et le timing va être mauvais. L'entrée est bonne, mais le timing mauvais. Parce que vous faites sortir, derrière on réintègre et on repart. Et ce qui se passe, c'est que vous ne prenez, comme vous venez de perdre, vous êtes influencé par cette perte que vous avez sur ce token. Et ce qui se passe, c'est que vous ne prenez pas le risque de re-rentrer dessus malgré le fait qu'on soit reparti dans votre sens. Et ça, c'est un truc, c'est très fréquent. Prenez-en conscience. Juste prenez-en conscience de ce biais qui fait que vous avez perdu et du coup, vous ne prenez pas le risque, même si vous voyez qu'on repart dans votre sens. Parce que ça, par exemple, moi, je sais que, admettons, je donne un exemple à la con, mais admettons que je rentre ici, que je me fasse sortir, ok, et que derrière, on reparte, et qu'on me donne des conditions qui me permettent de rentrer, ben je rentre. Okay. Et fut un temps, je ne l'aurais pas fait parce que j'aurais été influencé par la perte précédente, tu vois, par la perte précédente. De la même manière, vous pouvez choper une énorme perte sur un token et vous pouvez être biaisé et ne plus trader de ce token parce qu'il vous a occasionné une énorme perte. Ou à titre perso, j'ai l'histoire avec XRP, j'ai une espèce de... Je sais que je suis biaisé par rapport à XRP parce que j'ai cette histoire que j'ai de 2017 avec XRP qui aujourd'hui encore m'empêche, alors ça m'empêche pas à 100%, mais c'est vraiment, j'ai du mal à trade XRP ou à prendre du risque sur XRP à cause de cette frustration de 2017. Mais voilà, ça c'est des biais cognitifs. Et ça, tout ça, il faut vraiment en être conscient un maximum possible. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à vous faire énormément de recherches sur ça, à lire le plus de ressources possibles sur les biais cognitifs, parce que c'est un truc qui va vous aider énormément dans vos processus décisionnels. C'est pour ça qu'il faut, à chaque fois que vous vous retrouvez dans ce genre de situation, il faut toujours prendre des notes. Pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je me suis planté. C'est vraiment très 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 important. Et c'est bien plus important que tout ce qui touche à l'analyse technique, vraiment. Est-ce que j'emprunterai du shadow? Ici, honnêtement, ici, tu pourrais commencer à prendre du risque. Le truc, c'est que, ce que tu peux faire aussi, tu vois, c'est que tu splits ton entrée, justement. Souvent, ce que je fais, c'est que j'achète en 4 fois. Voilà, ça arrive entre 2 et 4 fois, tu vois. Et là par exemple, tu peux, parce qu'en fait le truc c'est que tu dois comparer l'upside potentiel et le downside potentiel. Le downside potentiel là, par rapport à l'upside, il est comment? On est quasiment sur le daily, tu vois. Évidemment, on peut passer sous le daily. Quel est le potentiel du projet? Pour Shadow, je sais pas exactement parce que je connais pas non plus tant que ça. Mais il est sur un narratif qui est ok. On est quasiment sur le daily. Est-ce que tu peux prendre un quart de ton risque ici au cas où le truc part sans toi, tu vois? Pourquoi pas, tu vois? Oui. En sachant que voilà, après, si tu vois, il tient pas le daily, il tient pas le daily, tu sors. Voilà, par exemple. Après, et puis en plus, tu vois, ce que tu peux faire, c'est que tu peux même prendre un quart de risque, et puis justement, tu peux prendre un quart de risque et reprendre un quart de risque plus haut. Il faut pas hésiter à ça aussi. Encore une fois, c'est biais, c'est-à-dire que faut pas hésiter à, si on te donne le contexte, admettant ton entrée est bonne, on repart à la hausse, tu vois, on est au-dessus de ton premier prix, on fait une conso sur ton tunnel 15 minutes, ben, est-ce que tu penses, tu vois, est-ce que le contexte te dit, ok, on va avoir une continuation haussière? Ben, s'il te le dit, pourquoi ne pas continuer à prendre du risque? Oui, tu vas augmenter ton prix moyen, mais le truc c'est en fait tu fais quoi là? Et donc faire un décès à la hausse, ben, c'est être dans le sens du vent. Tu vois, pour moi c'est du bon sens. C'est par exemple ce que j'aurais fait sur Prime.
Voilà, c'est ce que je voulais faire sur Prime. Alors je l'ai pas fait parce que j'ai raté, parce que j'ai pas, si tu regardes tellement de trucs que tu peux pas voir tout le marché, voir toutes les opportunités en permanence. Mais Prime par exemple, j'ai pris mon entrée, mon prix moyen il augmente, mais c'est pas grave parce que je suis dans le sens du vent, tu vois. Parce que je vais avoir mon première entrée qui est dans le rêve. Alors je vais couper le micro. Bon, il manque l'histo. Et voilà, moi j'ai une première entrée qui est bien basse, mais là j'ai une seconde entrée qui est ici aux alentours des 10,6 et j'en ai une autre ici. Je me rappelle même qu'en fait j'ai acheté, donc c'est 10,2, 10,3. J'en ai une à 10,6 ici et d'ailleurs j'ai pas été, ce qui est marrant c'est que sur Gate, mon ordre en fait c'est le dernier ordre qui a été exécuté. Donc en gros mon ordre il a fait, c'était le mur d'achat au 10,6 ou un truc comme ça. Là c'est Bybit. Mais en gros ce que j'avais fait c'est que j'avais mis mon ordre. C'est très frustrant ça parce que mon ordre il a été fill à 50%. J'avais mis là et j'ai été fil. Et en gros, il a été fil à 50% et le prix a rebondi dessus. Et j'aurais bien voulu racheter, en fait, j'aurais racheté le 4 heures ici. Et donc, ça fait monter ton prix d'achat. Mais à chaque fois, t'achètes en fait, ce qui se passe, c'est que tu achètes des plus bas de plus en plus haut. Ok. Et donc, à chaque fois, le prix rebondit. Le prix rebondit et donc, tu te retrouves, tu es dans le sens du vent. Donc, rien ne t'empêche, sur Shadow, je ne vais pas revenir sur la charte, mais rien ne t'empêche de faire ça, tu vois. C'est du DCA à la hausse au final, quoi. Tu moyennes ton prix d'entrée à la hausse. Mais comprenez qu'il vaut mieux faire ça quand on est dans une tendance haussière que dans une tendance baissière. Parce que quand tu fais du DCA dans une tendance baissière, tu sais pas si à un moment donné où ton actif va se retourner, tu vois. Tu sais pas si, en fait, ce que tu fais dans une tendance baissière, tu moyennes un prix d'achat à la baisse et tu ajoutes un actif qui est en train de perdre en valeur. Alors que là, quand tu fais un DCA dans une tendance haussière, bah, tu ajoutes un actif qui prend en valeur. Donc, réfléchissez un peu, en fait, normalement, on n'ajoute pas de la position à un perdant. Alors après, comment dire, sur un actif comme Bitcoin ou Bitcoin, en fait, j'ai envie de dire Ethereum, mais c'est un peu difficile. Mais sur un actif comme Bitcoin, qui a prouvé, pour le moment, qui prouve que sur le long terme, il est voué à faire de grosses performances de cycle en cycle, faire un DCA, ça paraît ok. Justement, on voit, ils ont fait du DCA depuis des années. Il y en a un qui a mis, je crois, 30 euros par jour sur 7 ans et qui, en fait, donc je crois que l'investissement, ça représente 80 000 euros. Et au final, là, il a 1 million de bénéfices. Donc, ouais, c'est super. Mais donc, sur un actif comme Bitcoin ou comme les indices US qui sont en hausse constante sur vraiment une vision macro, c'est ok. Enfin, ça se fait et justement, c'est rentable. Sur un shitcoin qui potentiellement d'ici 6 mois sera à zéro, faire un DCA, c'est pas forcément une bonne chose, quoi. C'est surtout ça. Donc, il vaut mieux le faire sur un actif qui est en tendance haussière qu'en tendance baissière, parce que le risque c'est que ton actif il se retourne jamais. Tu peux pas rentrer dans tout, à un moment donné, c'est là où justement il y a le facteur chance. Kusmar, en fait c'est le facteur chance à un moment donné. Le truc c'est que, à part si tu as des statistiques qui te disent vraiment avec exactitude que si tel actif a tel tokenomics, etc., il a plus de chances que performer qu'un autre. Oui, tu peux fonctionner comme ça. Le problème, c'est que est-ce que ces statistiques, elles existent? Non, à un moment donné, tu vas avoir deux actifs qui sont exactement identiques et qui ont la même charte. Les choix possibles, c'est soit tu choisis un des deux au hasard, et en fait, en général, ça va être, en tout cas pour moi, si j'ai deux actifs qui ont exactement la même charte, exactement le même market cap, etc., bah, à un moment donné, tu choisis au hasard. Ou alors, tu coupes la poire en deux. Par exemple, ce que j'ai fait sur IO, et ATH, bah, j'ai du IO et j'ai du ATH. Au lieu de devoir choisir l'un ou l'autre, j'ai pris les deux. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les deux ont plus ou moins la même chose, les deux ont plus ou moins le même market cap, bah, j'ai coupé la poire en deux, j'ai pris une partie de IO, une partie de... En fait, tu penses quoi des stratégies qui consistent à hold? Bah, ça dépend le contexte. Ça dépend le contexte. C'est-à-dire que hold en fait, ça veut rien dire. C'est-à-dire que hold quoi? Hold de 10 ans, hold de 6 mois, Le marché, il est cyclique, donc en gros... Il y a un moment donné, toujours, enfin sur le marché crypto pour le moment, il y a un moment donné où toujours il y a un macro top. Il y a un macro top et derrière il y a un bear market. C'est factuel. Il y a un macro top, il y a un bear market et tout perd 80-90%. Pourquoi tu vas hold un bear market? Pourquoi tu vas détruire ta valeur? Sachant que en fait, tu es là pourquoi? Moi je suis pas là pour. La tech est géniale, ok. Mais je suis pas là pour les projets. Je suis là pour les FAF. Je suis là pour la maille, tu vois. Et je suis là pour améliorer encore plus ma qualité de vie. Je suis là pour au final, ces profits, je consomme, tu vois, je vis avec, tu vois.
Mais le truc, c'est que, je veux dire, c'est une réalité. C'est que t'es pas là juste pour spéculer, pour tout rendre au marché, quoi. Je veux dire, à un moment donné, ça n'a pas de sens. Non pas en bear market, mais plutôt se dire, je prends bien un asset et le vends à la fin du boule. Bah, c'est ce que je fais. En fait, moi, c'est ce que je fais. Mais là, en fait, t'achètes un actif et tu le vends à la fin. Alors, tu le vends à la fin du boule, ou en fait, tu le vends à un moment donné où tu penses que tu as quand même le truc, c'est que ça, c'est simple. C'est que il faut se dire, est-ce que j'ai les compétences adéquates pour pouvoir acheter tous les higher low et vendre tous les higher high. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ta tendance, tu vois, est-ce que tu es capable, parce que est-ce que tu es capable d'acheter ça, revendre ça, ok? Acheter ça, revendre ça, tu vois? Acheter ça, revendre ça. Est-ce que tu es capable de le faire ou pas? Bah, moi, je peux te dire que je suis pas forcément capable de le faire, tu vois. Mais ce que je fais, moi, c'est que j'ai pas revendu mon prime, j'ai acheté du prime, ok? Parce que je pense que c'est un truc qui peut continuer à pousser. Ok. Et en plus de ça, mon bac de prime, je l'ai eu gratuitement. Donc il est quasiment nul, quoi, sur la majorité de mon bac. Mais à aucun moment j'ai revendu mon prime ici, non, parce que je vais pas non plus. Ça demande quand même un effort, et tu peux pas faire ça sur 40 cryptos, tu vois ce que je veux dire. Par contre, oui, il y a des moments donnés, il y a des moments où tu as une partie, le contexte te dit, ok, on est potentiellement sur un énorme top, j'ai pas envie de me manger un drawdown de 50%, et du coup, je coupe mes positions, mes actifs pour racheter potentiellement plus bas si le marché me dit, ok, il faut que j'achète plus bas. Ça, oui, il y a des moments où il faut te dire, ok, je me hedge, ou je vends, peu importe, c'est possible. Alors après, le fait de acheter le bottom et revendre le top, enfin, ou proche du bottom et vendre le top, et tu fais pas attention de ce qui se passe entre, oui aussi, mais le truc c'est que tout dépend le profil de chacun. Il y a des gens, ils ont pas le temps. Quelqu'un qui est pas devant l'écran et qui peut pas à tous les jours regarder les prix, etc. Je comprends tout à fait que il ne va pas se faire chier à essayer de timer les tops locaux, ou les tops intermédiaires sur un bull market. C'est normal, tu vois. Tout dépend, en fait, tout dépend du profil de chacun. Moi, je suis plugué, je sais pas, peut-être je dois passer 8 heures par jour, voire plus, non, en fait plus, sur ce marché. Je veux dire, quand je suis au shot, je suis sur l'écran, tu vois. Quand je suis dans le lit, je suis sur l'écran, tout le temps. Donc voilà, au final, quelqu'un qui a. Tout dépend du profil, tout dépend de l'adhérence au risque. Non, je vais te répondre, Zephyr, je l'ai vu ton message, t'inquiète. J'ai fait $900 de profit aujourd'hui sur BTC Unpaper, mais sans prendre en compte les frais. Je n'ai pas envie de me faire atomiser en les ajoutant, je voulais donc avoir ton avis là-dessus. Bah, il faut que tu les ajoutes, il faut que tu. T'es obligé de prendre en considération les frais quand tu trades. Là, tu as fait $900 de profit, c'est super, mais il faut que tu déduises les frais parce qu'en fait, tu peux te faire atomiser sur les frais. En général, tu restes en combien de pourcents? Oui, ça m'est arrivé d'être à 0% de cash, c'est à mon avis une erreur parce que le problème, c'est que tu peux te retrouver dans des situations vraiment brutales. Enfin, si tu les vois pas, comment dire? Moi, j'essaye de me retrouver toujours avec au moins 20%. Le grand max d'exposition, c'est 80%, tu vois, je pense. Actuellement, enfin, c'est pas actuellement, mais en général, maintenant, je dépasse pas les 80 d'exposition, je garde toujours 20% de cash. Parce que j'ai été souvent dans des situations où je suis exposé à 100%, et le problème, c'est que tu te retrouves dans des situations où si t'es pris à contre-coup et qu'il y a une espèce de gros mouvement sur le marché, et que tu te retrouves à 100%, le drawdown que tu te manges, il peut être psychologiquement assez dur à avaler. Donc oui, j'ai été déjà exposé à 100% et je le conseille pas forcément. Ou alors il faut vraiment, vraiment, vraiment avoir un degré de certitude. En fait, si tu veux, c'est que être expo à 100%, c'est pas que je suis contre, mais c'est que si tu le fais, il faut que ce soit le plus proche du bottom possible. Et la réalité, c'est qu'en général, personne ne va avoir l'envie de s'exposer à 100% proche du bottom parce que personne ne sait que c'est le bottom à ce moment-là. C'est pour ça que c'est compliqué d'être expo à 100%. Tu vois, c'est compliqué d'être expo à 100%. Parce qu'en général, ce qui se passe, c'est que les gens, au plus le prix pump, au plus ils vont être c'est ça. Le problème, c'est que les gens, au plus le prix va augmenter. Et au plus ils vont avoir envie de s'exposer. Et c'est pour ça que les gens ont tendance à acheter le top et vendre le bottom au final. Parce que ce qui s'est passé en avril-mai 2021, c'était symptomatique de ça. C'est que les gens se sont exposés énormément sur le marché. Et donc il y en a eu qui a été exposé à 100% avec 400 positions ouvertes. Complètement fou. Et c'est là que le marché a décroché et c'est à ce moment-là que tu as des drames. Donc si tu veux être exposé à 100%, il faut que ce soit potentiellement
après une période de chute prolongée des prix. Et en général, c'est les moments où personne n'a envie de s'exposer. C'est assez simple. C'est de la même manière quand il y en a, moi j'en connais, et c'est un truc qui est faisable, mais qui est pas du tout, que je le recommande pas, mais c'est que certaines personnes vont s'exposer à 150%. S'exposer à 150%. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu t'en prends de l'argent en fait. Alors, moi je conseille pas de le faire. Je dis juste que c'est faisable et que certains le font. Et je parle pas d'aller faire un emprunt à sa banque, mais c'est par exemple, il y en a, j'en connais plein qui sur le run précédent ont gagné énormément de thunes parce que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis leur Ethereum en collatéral pour emprunter du stablecoin et du coup ils sont restés exposés à la valeur de leur Ethereum, mais ils ont emprunté contre leur Ethereum. Ils ont fait ça proche du bottom et ça leur a permis d'avoir plus de liquidité d'avoir de la liquidité pour spéculer sur les altcoins, etc. Et tout en restant exposé à la valeur de leur Ethereum. Donc ça, c'est intéressant, mais c'est très risqué. Et c'est des choses qu'il faut... Quand tu les fais, il faut vraiment que tu sois sûr de toi, il faut vraiment que tu sois expérimenté, quoi. Non, parce que si tu veux, alors techniquement, c'est plus d'oseille en shortant en bière qu'en en investissant en spot pour le bull run, non? Sachant que la majorité vont perdre plus qu'à... Pas parce que si tu veux, le profit à la hausse, il est illimité. Le profit à la baisse, il est limité à moins 100%, quoi. Tu vois, moins 99,999. Tu peux faire de la thune en shortant en bière, oui, évidemment, mais tu vas être limité sur ça. Alors après, oui, tu peux mettre du levier, etc. Mais mathématiquement, en fait, tu peux faire plus d'argent sur un bull run que sur un bière. Parce que même, tu vois, tu pourrais mettre un levier égal, en fait, la performance est forcément plus potentiellement à la hausse, plus importante qu'à la baisse. Parce que Bitcoin, il va. En option, c'est différent, mais tu peux faire énormément d'argent sur les options aussi. Le truc, la différence des options, c'est que les options, par contre, ont une date d'expiration. Donc, les options, tu as la date, le facteur temps, c'est que ton option, elle expire. Merci, je peux mettre combien de pourcents sur TV en commission? Mais il faut que tu ailles voir ton broker. Il faut que tu vois, pour savoir combien ça te coûte en frais, en gros, tu vas voir sur ton broker quels sont les frais de ton broker. Et puis à partir de là, tu peux faire un calcul. Tu fais un calcul à partir de là. Quoi d'autre? En général, tu restes en combien de pourcentage cash crypto? Là, par exemple, je suis expo à... Je suis retourné à un niveau d'exposition qui est à 65-70%. Donc, Maker et Taker, en gros, Maker c'est quand tu postes tes ordres en limite, et Taker c'est quand tu utilises des ordres en marché. Donc, quand les fees, tu calcules tes fees en fonction du type d'ordre de ton type d'ordre qui est exécuté. Et normalement, les fees Taker sont toujours plus importantes que les fees Maker. Donc ouais, voilà, je vais vous laisser les gars, je vais aller manger moi. C'est midi chez moi, donc je vais aller me nourrir. Et puis je vais vous mettre ça en ligne après dès que possible. Voilà, allez, ciao ciao.